Tu ne peux rien prouver, Sarah. Ton père est un criminel, et je serai la seule à m'occuper de toi. La voix de Brigitte résonna dans la salle d'audience, pleine d'une indignation feinte, tandis qu'elle pointait du doigt la petite Sarah. L'enfant, les yeux pleins de larmes, mais animé d'une détermination farouche, leva le doigt. Elle ment. Mon père n'a rien fait. La salle fut saisie de stupeur. Personne ne s'attendait à une telle audace, de la part d'une enfant. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Sarah avait un atout secret, des preuves, capable de révéler la vérité sur sa belle-mère et de changer à jamais le destin de sa famille. Arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Sarah Thomas serrait son ours en peluche, contre elle assise sur la dernière marche de l'escalier, écoutant son père et sa belle-mère se quereller dans la cuisine en bas. C'était leur 3e dispute de la semaine et chacune semblait plus violente que la précédente. À 8 ans, Sarah avait de grands yeux bleus qui ne laissaient rien échapper. Ses cheveux blonds foncés tombaient en 2 tresses soignées, et comme chaque fois qu'elle était nerveuse, elle enroulait machinalement l'extrémité de la droite autour de son doigt. En bas, les voix s'étaient un peu apaisées, mais dans la petite maison à 2 étages de la rue des Marronniers, à Saint-Clair-sur-Loire, on entendait tout. Cet argent appartient à Sarah et à moi, Brigitte. Mes parents nous l'ont laissé, dit fermement son père David. Nous sommes encore mariés, David. J'ai droit à la moitié de tout tant que le divorce n'est pas prononcé, répliqua Brigitte sèchement. Sarah savait qu'ils se disputaient, l'héritage, les 250 000 € et la collection de bijoux anciens que ses grands-parents leur avaient légués avant de mourir dans un accident de voiture 6 mois plus tôt. L'argent et les bijoux étaient enfermés dans le coffre mural dissimulé derrière le tableau du salon. Entendant d'une chaise racler le sol, Sarah courut se réfugier dans sa chambre. Quelques secondes plus tard, on frappa doucement à sa porte. « Sarah, ma puce, tu es réveillée. » David Thomas passa la tête, son visage bienveillant, marqué par la fatigue. À 38 ans, ses cheveux châtains commençaient à grisonner sur les tempes et ses lunettes à monture fine penchaient légèrement sur son nez. « Oui, papa. » Sarah posa son ours en peluche, qu'elle appelait Détective Brune, et tenta de sourire. David s'assit au bord du lit. « Je suis désolé pour le bruit. Les adultes ont parfois du mal à se mettre d'accord. » Brigitte est toujours fâchée à cause du divorce, demanda Sarah. David soupira et remonta ses lunettes. « Oui, mais cela ne regarde qu'elle et moi. Tu n'as pas à t'inquiéter de ces histoires de grands. » « Ça me manque quand on était tous heureux, » murmura Sarah. « Je sais, ma chérie. » David la serra dans ses bras. « Écoute, je dois aller à la réunion parents-professeurs ce soir. Je rentrerai vers 22 heures. Tu seras sage avec Brigitte. » Sarah hocha la tête, même si au fond, elle n'en avait aucune envie. Depuis que le divorce avait été annoncé 3 mois plus tôt, Brigitte lui parlait à peine quand David n'était pas là. « Tu te souviens de ce que je t'ai montré la semaine dernière ?» demanda-t-il à voix basse. « Le coffre derrière le tableau, » chuchota Sarah. « Exactement. Ce n'est qu'en cas d'urgence, mais je veux que tu saches où il est. La famille doit toujours savoir où sont gardées les choses importantes. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Je viendrai te voir en rentrant. » Quand David fut parti, Sarah resta dans sa chambre à jouer avec Détective Brune. « Nous devons résoudre le mystère de pourquoi Brigitte est toujours en colère, » dit-elle à son ours. « Détective Brune est sur l'affaire. » Vers 20h30, la pluie battait contre la fenêtre. Sarah enfila son pyjama et se brossa les dents en évitant soigneusement Brigitte qui regardait la télévision dans le salon. Elle venait à peine de s'endormir quand un grand fracas la réveilla. Sarah se redressa serrant son ours contre elle. Le tonnerre. Non, le bruit venait de l'intérieur de la maison. Elle entendit des voix d'hommes, au rez-de-chaussée des voix qu'elle ne connaissait pas. Elle sortit silencieusement du lit, ouvrit doucement la porte et jeta un œil dans le couloir. L'étage était plongé dans le noir, mais une lumière montait du bas.
Prudemment, elle descendit jusqu'à la rampe et regarda entre les barreaux. Ce qu'elle vit fit battre son cœur si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. 3 hommes cagoulés se tenaient dans le salon. Le tableau qui cachait d'ordinaire le coffre pendait de travers et la porte du coffre était ouverte. L'un des hommes fourrait des bijoux dans un sac noir, un autre empilait des liasses de billets. Mais ce qui troubla le plus Sarah, ce fut Brigitte. Sa belle-mère se tenait près d'eux, l'air nerveux, mais ni ligotée ni blessée. Elle ne criait pas, ne cherchait pas à s'enfuir. « Dépêchez-vous » murmura-t-elle à l'un des hommes. « Prenez tout et partez. » Sarah porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. Brigitte n'était pas en train de se faire cambrioler. Elle aidait les voleurs. L'un des hommes masqués tourna soudain la tête vers l'escalier et Sarah se recroquevilla aussitôt, le cœur battant à tout rompre. Elle rampa jusqu'à sa chambre et se glissa sous la couette, serrant détective Brun contre elle. « Ils volent les bijoux de grand-mère et tout l'argent », chuchota-t-elle à son ours. « Et Brigitte les aide. Qu'est-ce qu'on va faire? » Elle était bisse. Elle était bien trop effrayée pour ressortir. Alors elle resta allongée, les yeux ouverts, sursautant au moindre bruit, jusqu'à ce qu'un sommeil agité la gagne enfin. Le lendemain matin, Sarah se réveilla au son des sirènes. Elle courut à la fenêtre et vit 3 voitures de police garées devant de la maison. En pyjama, elle dévala les escaliers et trouva Brigitte en train de parler à un policier dans le salon. Le coffre était vide, les meubles renversés. « Brigitte !» cria Sarah. « J'ai vu ce qui s'est passé cette nuit. »« J'ai vu. » Sarah, l'interrompit Brigitte d'un ton sec, avant de se tourner vers l'officier, sa voix devenue soudain douce. La pauvre petite, et c'est confuse et terrifiée. Sarah, ma chérie, on a été cambriolés cette nuit pendant notre sommeil. Une femme aux cheveux bruns courts portant un badge à la ceinture s'approcha et s'accroupit à la hauteur, assure de l'enfant. « Bonjour Sarah, je suis l'inspectrice Léa Martin. Peux-tu me dire ce que tu as vu? » Avant que Sarah ne puisse répondre, Brigitte fondit en larmes. « C'est David, » sanglota-t-elle. « Mon mari a dû organiser tout cela. Nous sommes en plein divorce et il menaçait de cacher l'argent pour que je n'aie pas ma part. Il a dû engager ses hommes pour tout voler. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Sarah, mais Brigitte l'attira contre elle, lui serrant l'épaule si fort que cela fit mal. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. David entra le visage livide d'inquiétude. « Que s'est-il passé, Sarah? »« Tu vas bien ?» demanda-t-il en se précipitant vers sa fille. L'inspectrice Martin s'interposa. « Monsieur Thomas, nous devons vous poser quelques questions sur vos allées et venues d'hier soir. » « J'étais à la réunion parents-professeurs jusqu'à 22 heures, » expliqua David, déconcerté. « Ensuite, je suis rentré directement. »« Quelqu'un peut confirmer que vous êtes rentré sans détour ?» demanda l'inspectrice. « Je me suis arrêté à la station-service, mais sinon je suis rentré directement. » Léa Martin hocha la tête et prit des documents qu'un collègue lui tendait. « Monsieur Thomas, nous avons trouvé ces courriels sur votre ordinateur. Ils montrent un contact avec des criminels connus de la région. » Le visage de David pâlit. « C'est impossible. Je n'ai jamais envoyé de mail comme ça. »« Papa ne ferait jamais ça, » insista Sarah. L'inspectrice lui montra les feuilles. Ces messages décrivent la disposition de votre maison, l'emplacement du coffre et indiquent même le moment exact où vous seriez absent, votre femme et votre fille seules à la maison. « C'est insensé, » balbutia David, la voix tremblante. « Je n'ai rien écrit de tout cela. » 2 agents s'avancèrent. « Monsieur Thomas, vous devez nous suivre pour répondre à quelques questions. Vous m'arrêtez. » David semblait abasourdi, tandis qu'un policier sortait les menottes. « Brigitte, dis-leur que c'est ridicule. » Brigitte secoua la tête, des larmes ruisselant sur ses joues. « Comment as-tu pu nous faire ça, David? » Les policiers lui passèrent les menottes. Sarah se précipita en pleurs.
Papa, dis-leur que tu n'as rien fait. David se pencha maladroitement les poignets attachés derrière le dos. Écoute-moi, ma petite Sarah, je n'ai pas fait ça. La vérité finit toujours par se montrer toujours. Sarah sanglotait, tandis que les policiers l'emmenaient vers la voiture. Quand la voiture démarra et disparut au coin de la rue, la main de Brigitte se referma douloureusement sur son épaule. Elle se pencha et lui murmura à l'oreille d'une voix glaciale. « Personne ne croira une enfant plutôt qu'un adulte. Tais-toi si tu veux revoir ton père. » Sarah resta figée sur le perron, regardant la rue. Rue vide où la voiture de police avait disparu avec son père. Elle n'avait jamais eu aussi peur, ni ressenti une solitude aussi profonde. Brigitte serra un peu plus fort son épaule, puis la tira à l'intérieur avant de refermer la porte. « Monte dans ta chambre », ordonna-t-elle, sa voix redevenue dure et sèche, sans la moindre trace de larmes. « Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Sarah courut dans sa chambre, ferma la porte et enfouit son visage dans la fourrure douce de détective brun. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura-t-elle à son ours. « Papa n'a rien fait, mais personne ne me croit. » Cette nuit-là, elle dormit à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait son père menotté, le regard triste. Le lendemain matin, Sarah trouva Brigitte dans l'embrasure de la porte, tenant des cartons vides. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle, serrant son ours. « On va déplacer tes affaires dans la chambre d'amis, » répondit Brigitte, en commençant à vider les tiroirs de la commode. « Cette pièce porte trop de mauvais souvenirs. »« Mais j'aime ma chambre, » protesta Sarah. Le visage de Brigitte se durcit. « Ce n'est pas une discussion. Aide-moi à ranger tes affaires. » Les larmes aux yeux, Sarah regarda sa chambre colorée se vider peu à peu. Les photos d'elle avec son père furent décrochées des murs. Sa couverture bleue préférée fut remplacée par une housse grise dans la petite chambre d'amis, juste en face du couloir. Au petit déjeuner, Brigitte posa devant elle un bol de céréales. « Je t'ai inscrite dans une nouvelle école. Tu commences demain à l'école primaire Jules Ferry. »« Mais mes amis sont à l'école Saint-Exupéry, » protesta Sarah. « C'est mieux ainsi. Les gens parlent, Sarah. Ils poseront des questions sur ton père. » Le téléphone sonna et Brigitte répondit d'une voix soudain douce et triste. « Oui, on s'en sort. La pauvre Sarah est tellement perdue. David nous a vraiment trompés. » 3 jours plus tard, Brigitte conduisit Sarah à la maison d'arrêt de Saint-Clair pour voir son père. Le bâtiment était grand gris, avec de petites fenêtres. À l'intérieur, tout sentait les produits de nettoyage. Un gardien les mena jusqu'à une salle avec des tables et des chaises. Quand David entra vêtu d'un uniforme orange, Sarah courut vers lui. « Papa, ma petite Sarah. » David la serra fort dans ses bras. Son visage semblait épuisé et ses lunettes tordues sur le nez. « Tu me manques tellement, » dit Sarah. « Toi aussi, ma chérie, » répondit-il en lui caressant les cheveux. Il jeta un coup d'œil à Brigitte qui les observait attentivement. « Comment ça se passe à la maison? » Avant que Sarah ne réponde, Brigitte intervint. « On s'adapte. Sarah a commencé à l'école Jules Ferry. »« Une nouvelle école, pourquoi? » demanda David, fronçant les sourcils. « Ce sera plus facile pour elle, » expliqua Brigitte. « Moins de questions des autres enfants. » David regarda sa fille. « Et toi, tu aimes bien? »« Ça va, » mentit Sarah. En réalité, elle n'avait encore aucun ami. Tout le monde savait qu'elle était la fille du criminel. Sarah aurait voulu le lui raconter ce qu'elle avait vu la nuit du cambriolage, mais Brigitte ne la laissait jamais seule avec lui. Le gardien posté tout près écoutait aussi chaque mot. Quand les 20 minutes furent écoulées, David embrassa le front de sa fille. « Sois courageuse, ma petite Sarah. La vérité finit toujours par se montrer, tu te souviens. »« C'est fini, » annonça le gardien. « Attendez, on vient juste d'arriver, » protesta Sarah. « 20 minutes, c'est le maximum, » répondit l'homme sans émotion.
En repartant, elles croisèrent dans le couloir l'avocat de David Maître Jean Morel, un homme âgé aux yeux bienveillants et aux cheveux gris ébouriffés, l'air très fatigué. « Madame Thomas, dit-il en hochant la tête vers Brigitte, « et toi tu dois être Sarah. Je suis l'avocat de ton papa. » « Est-ce qu'il va bientôt rentrer à la maison ?» demanda Sarah. Jean hésita mal à l'aise. « Nous travaillons là-dessus. Les preuves, disons que c'est compliqué. » « Il n'y a rien de compliqué, » trancha Brigitte d'une voix glaciale. Les courriels étaient sur son ordinateur. Allons-y, Sarah. De retour à la maison, tout changea. Brigitte imposa de nouvelles règles. Chaque jour après l'école, elle fouillait le sac de Sarah. Elle écoutait toutes ses conversations téléphoniques et le soir, elle emportait le combiné dans sa chambre. « Pourquoi tu regardes dans mon cahier ?» demanda Sarah un après-midi en la surprenant en train de feuilleter ses affaires d'école. « Je vérifie juste tes devoirs, » répondit Brigitte, mais ses yeux brillaient de méfiance. Une nuit, Sarah se réveilla assoiffée. En descendant pour chercher de l'eau, elle aperçut une lumière venant du bureau. À travers la porte entr'ouverte, elle vit Brigitte assise devant l'ordinateur de son père tapant rapidement sur le clavier. Le lendemain matin, au petit-déjeuner, Sarah demanda « Tu utilisais l'ordinateur de papa hier soir ?» La tasse de café de Brigitte s'arrêta à mi-chemin. « Quoi ?» ?»« J'ai vu de la lumière dans le bureau, » dit Sarah. Brigitte reposa brusquement sa tasse, renversant un peu de café. « Tu m'espionnes. »« Non, je... » « Écoute-moi bien, » dit Brigitte en se penchant vers elle. « Ce que je fais ne te regarde pas. Ton père nous a laissés avec beaucoup de problèmes à régler. J'essaie de garder cette maison et de mettre de la nourriture sur la table. Tu comprends? » Sarah hocha la tête, effrayée par son visage dur. Cet après-midi-là, l'inspectrice Léa Martin se présenta chez elle avec de nouveaux documents. « Nous avons trouvé des relevés bancaires montrant que votre mari a retiré de grosses sommes d'argent avant le cambriolage, » dit-elle à Brigitte tandis que Sarah écoutait depuis l'escalier. « Et il y a encore d'autres messages envoyés au même criminel. »« Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu nous faire ça, » répondit Brigitte, la voix tremblante de larmes simulées. L'inspectrice aperçut Sarah sur les marches. « Bonjour Sarah, comment vas-tu? » « Quand est-ce que mon papa rentre à la maison ?» demanda l'enfant. Le visage de Léa s'adoucit. « Ce sera au tribunal d'en décider, mais avec toutes ces preuves. » Elle ne termina pas sa phrase. Ce soir-là, Sarah pensa à la sœur de son père, tante Patricia. Peut-être qu'elle pourrait aider. Pendant que Brigitte prenait sa douche, Sarah attrapa le téléphone et composa le numéro. « Allô ?» répondit la voix de Patricia après 3 sonneries. « Tante Patricia, c'est Sarah. J'ai besoin de... » La porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement. Brigitte apparut une serviette autour des cheveux et arracha le téléphone des mains de Sarah. « Patricia, c'est Brigitte. »« Oui. » Sarah voulait juste te dire bonjour. Elle lança un regard noir à la fillette. « On fait ce qu'on peut pour tenir le coup. » « Elle rappellera une autre fois, » dit Brigitte avant de raccrocher. « C'est ma tante, je veux lui parler, » s'écria Sarah, les larmes aux yeux. « Tu n'appelleras personne sans ma permission, » trancha Brigitte d'un ton sec. « Va dans ta chambre, tout de suite. » Cette nuit-là, Sarah pleura dans la fourrure de détective Brune. « Papa n'a rien fait de mal, » murmura-t-elle. « On doit l'aider. » Elle glissa la main sous son matelas et sortit un petit carnet qu'elle y avait caché. À l'intérieur, elle avait commencé à écrire tout ce dont elle se souvenait de la nuit du cambriolage, l'apparence des hommes, ce que Brigitte leur avait dit chaque détail. « C'est notre carnet d'enquête, » confia-t-elle à son ours. « On va résoudre cette affaire et sauver papa. » Pendant les 2 semaines suivantes, Sarah observa attentivement Brigitte. Elle remarqua de nouvelles chaussures et des vêtements neufs apparaissant dans son armoire. Elle l'entendait rire au téléphone tard le soir quand elle croyait Sarah endormie.
Un soir, alors qu'elle aurait dû dormir, Sarah se glissa jusqu'en haut de l'escalier. Elle entendit Brigitte parler dans la cuisine, sa voix basse et précipitée. « Oui, tout se déroule comme prévu, » murmurait-elle. « Le procureur a mentionné aujourd'hui un accord de plaidoyer. Une fois que ce sera fait, tout sera à nous. » Sarah se pencha pour mieux entendre. L'enfant. Non, elle est encore sous le choc. Elle ne posera pas de problème. Brigitte fit une pause. Quand l'accord sera signé, j'aurai la garde complète et le contrôle de tout. Le plan a parfaitement fonctionné. Le cœur de Sarah battait à tout rompre. C'était la preuve que Brigitte était derrière tout cela. Mais qui croirait une fillette de 8 ans plutôt que des adultes? Elle avait besoin de vraies preuves que les grands pourraient croire. En regagnant sa chambre, Sarah se fit une promesse à elle-même, et à son père elle trouverait un moyen de révéler la vérité, peu importe la difficulté ou la peur que Brigitte lui inspirait. D'une manière ou d'une autre, elle réussirait à faire entendre sa voix. Elle referma son carnet et le glissa sous la latte desserrée du plancher près de son nouveau lit. Ce coin caché était devenu son refuge secret, l'endroit où elle dissimulait tout ce qu'elle ne voulait pas que Brigitte découvre. Elle fréquentait désormais l'école Jules Ferry depuis 3 semaines, et tout restait difficile. Personne ne voulait s'asseoir à côté de la fille du criminel à la cantine. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Sarah s'installa seule au bout d'une longue table. Elle déballa son sandwich et murmura à détective Brune caché dans son sac à dos. « Au moins, on sait l'un l'autre. »« Cette place est libre, » demanda une voix. Sarah leva les yeux et vit une fille aux cheveux bruns bouclés et aux yeux pétillants debout en face d'elle. Elle portait un pull jaune et affichait un sourire confiant. « Non, » répondit Sarah surprise que quelqu'un veuille s'asseoir avec elle. « Je m'appelle Emma Dubois, » dit la fille en posant son plateau. « Tu es Sarah Non dans la classe de Madame Wilson. »« Oui. » Sarah hocha la tête. Emma mordit dans sa part de pizza. « J'aime bien tes tresses. Je n'arrive jamais à faire tenir les miennes. » Sarah toucha l'une de ses tresses un peu gênée. « C'est mon papa qui m'a appris à les faire après la mort de maman. Il les faisait tous les matins. » Sa voix se brisa. « Il les faisait tous les matins. »« Et ton père, il est où maintenant? » demanda Emma doucement. Sarah fixa son sandwich. Devait-elle dire la vérité? Et si Emma s'en allait comme tous les autres? Il est en prison, mais il n'a rien fait. Emma ne sembla ni choquée ni dégoûtée. Elle hocha simplement la tête. « Ma mère dit que tout le monde en prison n'est pas forcément coupable. »« Ta mère a raison, » répondit Sarah. « Qu'est-ce qu'ils disent qu'il a fait? » demanda Emma. Sarah lui expliqua le cambriolage et comment son père était accusé de l'avoir organisé. « Attends, ton père c'est David Thomas, le prof d'histoire du lycée Saint-Exupéry, » s'étonna Emma. Sarah acquiesça. « Tu le connais. » Mon père réparait les ordinateurs dans son école. Il disait toujours que M. Thomas était le seul prof à lui dire merci à chaque fois. Pour la première fois depuis des semaines, Sarah sentit une petite étincelle d'espoir. Quelqu'un dont les parents connaissaient de son père, quelqu'un qui ne le voyait pas comme un criminel. « Tu veux venir chez moi un jour? » proposa Emma. « On pourrait jouer ou regarder un film. »« Ouais, » répondit Sarah aussitôt avant de baisser la tête. « Mais ma belle-mère ne voudra sûrement pas. »« Mon père peut l'appeler, » suggéra Emma. « Il est doué pour parler aux adultes. » Ce soir-là, Sarah demanda timidement à Brigitte si elle pouvait aller chez Emma. « Absolument pas, » répondit Brigitte sans lever les yeux de son magazine. « Je ne connais pas ces gens. Mais Emma est gentille et son père connaît papa. Ils travaillaient dans la même école, » insista Sarah. La tête de Brigitte se redressa brusquement. Son père connaît David. Certainement pas. Le téléphone sonna. Brigitte décrocha sa voix soudain mielleuse, mais son expression changea à mesure qu'elles écoutaient. « Oui, ici, Brigitte Thomas. Oh, vous êtes le père d'Emma. »« Oui. Sarah m'a parlé de votre fille.
Elle fronça les sourcils. Eh bien, je ne sais pas trop pour un goûter. Sarah a vécu tant de traumatismes. Sarah la regarda écouter son visage oscillant entre l'agacement et un calcul silencieux. Je suppose que samedi après-midi conviendra, mais seulement pour 2 heures, finit par dire Brigitte. Oui, je la déposerai à 13 heures. Merci, monsieur Dubois. Quand elle raccrocha, elle lança un regard noir à Sarah. Tu pourras y aller 2 heures, 6 heures samedi, mais souviens-toi de notre règle sur ce qu'on dit aux étrangers. Je sais. Ne pas parler de l'affaire de papa, répéta Sarah. Le samedi, Brigitte conduisit Sarah jusqu'à une jolie maison bleue à l'air accueillant, rue du Chêne. Emma sortit en courant pour les accueillir. « Tu es là, viens voir ma chambre », s'exclama-t-elle en lui prenant la main. Un homme grand portant des lunettes et un sourire chaleureux ouvrit la porte. « Bonjour, je suis Michel Dubois, le père d'Emma », dit-il en tendant la main à Brigitte. « Merci de permettre à Sarah de venir », répondit Brigitte d'un ton sec. « Je reviendrai à 15 heures précises. Sarah connaît les règles sur ce dont il ne faut pas parler. » Michel, un peu surpris, hocha la tête. « Ne vous inquiétez pas, on prendra bien soin d'elle. » À l'intérieur, la maison des Dubois respirait la chaleur et la joie. Une odeur de biscuits flottait dans l'air et des photos de famille couvraient les murs. La mère d'Emma, Tania, sortit de la cuisine un tablier autour de la taille. « Tu dois être Sarah, Emma, n'arrête pas de parler de sa nouvelle amie. J'ai préparé des cookies pour vous deux. » Sarah ne se souvenait plus de la dernière fois où quelqu'un avait cuisiné pour elle. « Merci, Madame Dubois. »« Appelle-moi Tania, ma chérie. » Emma montra sa chambre à Sarah, les murs étaient peints en violet, et il y avait des peluches partout. « Tu veux jouer à un jeu de société? Où on pourrait dessiner? » proposa Emma. Pour la première fois depuis des mois, Sarah se sentit redevenir une enfant normale. Elles jouèrent, mangèrent des biscuits et rirent ensemble. Mais quand Emma demanda à voir son ours en peluche, quelque chose se brisa en Sarah. « Il s'appelle Détective Brun », dit-elle d'une voix tremblante. « C'est mon papa qui me l'a donné. Il disait qu'on pourrait résoudre des mystères ensemble. » Et soudain les larmes jaillirent. Pas de simples larmes, mais de grands sanglots qu'elle retenait depuis des semaines. « Sarah, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Emma en la serrant doucement. « Je l'ai vu », sanglota Sarah entre 2 respirations. « J'ai vu ce qui s'est vraiment passé pendant le cambriolage. Ma belle-mère Brigitte aidait les voleurs. Elle n'était pas attachée comme elle l'a dit à la police. Elle leur parlait. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Tu es sûre ?» Sarah hocha la tête désespérée. « Personne ne me croit. Brigitte a dit que papa avait tout organisé, mais c'est faux. Maintenant, il est en prison et je suis seule avec elle. Elle ne me laisse parler à personne. » Sa voix se brisa à nouveau. « Tu dois en parler à mes parents, » dit Emma d'une voix ferme. « Ils te croiront. Mon père dit toujours que la vérité est importante. Brigitte sera furieuse si elle découvre que j'ai parlé. »« Elle ne le saura pas, » promit Emma. « S'il te plaît, Sarah, mon père peut t'aider. » Main dans la main, elles descendirent ensemble. Michel et Tania écoutèrent en silence pendant que Sarah racontait tout son réveil pendant le cambriolage Brigitte, avec les hommes masqués les menaces et même le carnet secret où elle notait tout. Lorsqu'elle eut terminé, un silence lourd s'installa. Sarah serra Détective Brun contre elle, s'attendant à ce qu'on lui dise qu'elle inventait tout ou que les enfants avaient souvent trop d'imagination. Au lieu de cela, Michel s'agenouilla à sa hauteur. « Sarah, je te crois. » Des larmes fraîches montèrent dans les yeux de la fillette. « Vraiment. »« Oui, » répondit-il doucement. « Mais la situation est compliquée. C'est ta parole contre celle de ta belle-mère et elle a des preuves contre ton père. Il nous faut des éléments concrets, pas seulement ton témoignage. » « Quel genre de preuves ?» demanda Sarah. « Quelque chose qui montre que Brigitte était impliquée, » expliqua Tania. « Des messages entre elle et les voleurs ou des objets volés, n'importe quoi qui la relie au crime. »
J'écris tout dans mon journal, dit Sarah. Tout ce dont je me souviens et les choses étranges qu'elle fait. C'est très bien, approuva Michel. Continue comme ça. Et je te promets, Sarah, qu'on fera tout pour t'aider, toi et ton père. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah sentit renaître une lueur d'espoir. La semaine suivante, elle rencontra Olivia Chénier, une femme nommée par le tribunal pour représenter ses intérêts dans le divorce et l'affaire pénale. « Bonjour Sarah », dit Olivia en s'asseyant en face d'elle dans un petit bureau du centre-ville. « Mon rôle est de m'assurer que tu sois bien prise en charge pendant cette période difficile. » Sarah aimait bien son visage doux et son écharpe colorée. « Puis-je te dire quelque chose d'important? »« Bien sûr, » répondit Olivia avec un sourire. « La nuit du cambriolage, j'ai vu Brigitte avec les voleurs. Elle n'était pas attachée. Elle les aidait. » Le sourire d'Olivia s'effaça légèrement. « C'est une chose très grave à dire, Sarah. »« Mais c'est vrai, je l'ai vu. »« Je comprends que tu le crois, » dit Olivia doucement. « Mais parfois, quand on est bouleversé ou effrayé, surtout pendant un divorce, on interprète les choses d'une manière qui nous semble logique. Les enfants se sentent souvent des émotions contradictoires. »« Je n'invente rien, » protesta Sarah. « Je ne dis pas que tu inventes, » répondit Olivia en lui prenant la main. « Parfois on voit les choses comme on voudrait qu'elles soient pas forcément comme elles le sont vraiment. » Le cœur de Sarah se serra. Elle comprit que même cette fois l'adulte en face d'elle ne la croyait pas. Même Olivia ne la croyait pas vraiment. À la maison, Brigitte paraissait plus nerveuse que jamais. Sarah la voyait vérifier les pièces, plus souvent fouiller les tiroirs et passer de longs appels dans le garage. Un après-midi en rentrant de l'école, Sarah profita du fait que Brigitte préparait le dîner pour se glisser dans sa chambre. En ouvrant le placard, elle découvrit 3 paires de chaussures neuves encore dans leur boîte, ainsi que des sacs de boutiques luxueuses contenant des vêtements dont les étiquettes n'avaient même pas été retirées. Comment Brigitte pouvait-elle acheter des choses aussi chères alors qu'elle répétait sans cesse qu'elles n'avaient plus d'argent à cause du cambriolage? Le lendemain, à l'école, Emma montra quelque chose sur son téléphone. « Regarde, si tu appuies rapidement sur le bouton d'accueil, tu peux voir si un téléphone est déverrouillé, » expliqua-t-elle. Et la plupart des gens utilisent des mots de passe simples, comme une date de naissance ou une adresse. « Pourquoi tu me montres ça? » demanda Sarah, intriguée. Emma se pencha et chuchota. « Parce que si tu peux regarder dans le téléphone de Brigitte, tu pourrais trouver des preuves. » Ce soir-là, Sarah attendit que Brigitte soit sous la douche. Elle descendit à pas de loup et trouva son téléphone posé sur le comptoir de la cuisine. Elle appuya sur le bouton d'accueil, l'écran était verrouillé. Elle essaya alors la date d'anniversaire de Brigitte, 24 août. Le téléphone s'ouvrit. Les mains tremblantes, Sarah consulta les messages. Il y avait des textos adressés à un contact enregistré seulement sous la lettre R. « Il faut bouger les bijoux bientôt. Trop risqué. » On partage l'argent comme convenu 50-50. Assure-toi que ces mails restent sur son ordinateur. Toute l'affaire repose dessus. Sarah saisit son iPad et prit rapidement des photos des messages. En entendant la douche s'arrêter à l'étage, elle remit le téléphone exactement où elle l'avait trouvé et remonta dans sa chambre le cœur battant. Elle regarda les photos. C'était une vraie preuve. Brigitte parlait des bijoux volés, de l'argent et de quelqu'un qui l'aidait à accuser son père. Mais qui était ce R? Et que devait-elle faire de ces messages? Pour la première fois depuis l'arrestation de son père, Sarah avait quelque chose que les adultes pourraient croire, une preuve que Brigitte mentait. Elle ajouta ces détails dans son carnet secret caché sous la latte du plancher. 6 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de David. Sarah avait enfin l'autorisation de lui rendre visite à nouveau le lendemain et elle eut du mal à dormir tant elle avait hâte de lui raconter ce qu'elle avait découvert. Le matin venu, Brigitte la conduisit à la maison d'arrêt de Saint-Clair. Le trajet se fit en silence. Brigitte jetait sans cesse un coup d'œil à son maquillage dans le rétroviseur.
La salle de visite était la même mur gris-chaise en plastique inconfortable, gardien dans chaque coin. Mais David avait changé. Sa combinaison orange pendait sur un corps amaigri et de larges cernes entouraient ses yeux. « Papa !» cria Sarah en courant vers lui. « Ma petite Sarah !» répondit-il avec un sourire fatigué mais sincère en la serrant fort. « Tu me manques tellement. » « Toi aussi, ma chérie. » Il la regarda tendrement. Ses lunettes étaient encore tordues. « Comment ça va ici ?» demanda-t-elle. David jeta un œil à Brigitte assise, non loin qui les surveillait. « Je tiens le coup. Maître Morel est venu hier. Il dit que le dossier contre moi est solide, avec tous ses mails et les relevés bancaires. Mais papa, je dois te dire quelque chose à propos de la nuit due. » Sarah coupa brusquement Brigitte en s'approchant. « Tu te souviens de ce qu'on a dit à propos de ne pas bouleverser ton père avec des histoires? »« Ce n'est pas une histoire, » insista Sarah. « Papa, j'ai vu. »« Ça suffit pour aujourd'hui, » déclara Brigitte en se levant. « Tu t'énerves et ton père a besoin de repos. »« Mais on vient juste d'arriver, » protesta Sarah. « C'est fini, » dit le gardien. « Le temps de visite est écoulé. » David serra encore une fois sa fille. « Sois forte, ma petite Sarah. Je j'aime. » « Ce n'est pas juste, » pleura Sarah, tandis que Brigitte la tirait vers la sortie. Sur le chemin du retour, Sarah resta silencieuse, la gorge serrée. Sa chance de montrer la preuve à son père s'était envolée. Le lendemain, à l'école Jules Ferry, elle déjeunait avec Emma quand leur institutrice, Madame Wilson, passa près d'elle et entendit leur conversation. « Mon papa est innocent, » disait Sarah. « J'ai trouvé des messages dans le téléphone de Brigitte qui le prouvent. » Madame Wilson s'arrêta intriguée. « Sarah, de quel message parles-tu? » Sarah se figea, elle avait parlé trop fort. « Des messages. De jeu. » intervint Emma rapidement. « Sarah est super forte pour résoudre des énigmes. » Madame Wilson la regarda sans être convaincue. « Je vois. Eh bien, bon appétit les filles. » Après les cours, Sarah fut convoquée dans le bureau du directeur. À l'intérieur, une femme aux cheveux blonds courts et portant des lunettes se présenta. « Bonjour Sarah. Je suis Mademoiselle Winters, la psychologue scolaire. Madame Wilson m'a parlé de ta discussion à propos de ton père aujourd'hui. »« Je n'ai rien fait de mal, » répondit Sarah sur la défensive. « Personne ne dit que tu as fait quelque chose de mal, » répondit calmement Mademoiselle Winters. Mademoiselle Winters lui adressa un sourire bienveillant. « Je comprends que ce soit une période difficile pour toi, Sarah. Parfois, quand un parent est accusé d'un crime, les enfants inventent inconsciemment des histoires pour donner du sens à ce qu'ils vivent. »« Je n'invente rien, » protesta Sarah, les poings serrés. Brigitte ment surtout. La conseillère nota quelque chose dans son carnet. « C'est courant que les enfants rejettent la faute sur un beau-parent lors d'un divorce. Ton esprit essaie simplement de se protéger de la douleur. »« Mais j'ai vu ce qui s'est passé, » répliqua Sarah les larmes aux yeux. « J'aimerais qu'on se voie 2 fois par semaine désormais, » proposa Mademoiselle Winters d'une voix douce. « On pourra parler de tes sentiments à propos de ton papa et de Brigitte. » Sarah hocha la tête, sachant que quoi qu'elle dise, personne ne la croirait. Quand Brigitte vint la chercher, le directeur demanda à lui parler en privé. Sarah attendit dans le couloir, observant à travers la vitre Mademoiselle Winters expliquer quelque chose, pendant que Brigitte hochait la tête d'un air inquiet, soigneusement étudié. Ce soir-là, un homme que Sarah n'avait jamais vu entra chez elle. Il était grand, les cheveux sont noirs très courts, le cou épais. Son sourire ne touchait pas ses yeux. « Sarah, voici mon cousin Roy », annonça Brigitte. « Il est venu prendre de nos nouvelles. » Roy Peterson se pencha à sa hauteur. « Enchanté de te rencontrer enfin, gamine. Brigitte m'a tellement parlé de toi. » Le ton de sa voix fit frissonner Sarah. Il lui semblait étrangement familier.
Puis elle comprit, c'était l'une des voix qu'elle avait entendues la nuit du cambriolage. « Ha ha !» balbutia-t-elle, essayant de dissimuler sa peur. « J'ai apporté quelques cadeaux, » dit Roy en sortant un flacon de parfum pour Brigitte et une boîte de chocolat pour Sarah. « C'est tellement gentil !» s'exclama Brigitte en l'embrassant tandis que Sarah s'asseyait raide sur le canapé feignant de regarder la télévision. Dans la cuisine, Roy et Brigitte parlèrent à voix basse. Sarah tendit l'oreille. « Tu as apporté les papiers ?» demanda Brigitte. « Oui, mais on pourrait avoir un souci, » répondit Roy. « Johnson dit que la montre est trop reconnaissable pour être revendue telle qu'elle. Il faut la démonter d'abord. »« Baisse ta voix, » siffla Brigitte. La montre. Sarah se souvint la montre ancienne de sa grand-mère faisait partie des bijoux volés. Encore une preuve que Roy était impliqué. Le lendemain, Olivia Chénier se présenta à la maison pour une évaluation officielle. Elle inspecta chaque pièce, notant soigneusement sur son bloc-notes. « Sarah, tu veux bien me montrer ta chambre ?» demanda-t-elle. Une fois seule, Sarah se pencha vers elle et sortit son carnet de sous la latte du plancher. « Madame Chénier, je dois vous montrer quelque chose, » chuchota-t-elle en ouvrant les pages où elle avait consigné le comportement suspect de Brigitte. « Qu'est-ce que c'est, Sarah? »« Mon carnet de détective. J'écris tout ce que Brigitte fait, tout ce qui prouve qu'elle ment. » Et regardez, elle lui montra les photos des messages. Brigitte envoie des textos à quelqu'un qui s'appelle R à propos des bijoux volés. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, Brigitte apparut dans l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que tu lui montres, Sarah ?» demanda-t-elle d'un ton faussement léger, le regard glacial. « Sarah me partageait simplement son carnet, » répondit prudemment Olivia. « Oh, son petit livre d'histoire !» rit Brigitte, sans la moindre chaleur. Sarah a une imagination débordante. Sa psychologue scolaire dit que c'est sa façon de gérer le crime de son père. « Ce n'est pas de l'imagination, » protesta Sarah. « C'est une preuve. » Brigitte saisit le carnet des mains d'Olivia. Sarah a du mal à distinguer la réalité de la fiction ces temps-ci. Le thérapeute dit que c'est normal pour les enfants dans ces situations. Olivia hésita, le regard passant de la fillette désespérée au visage faussement maternel de Brigitte. Plus tard dans la semaine, Michel Dubois appela Maître Morel, l'avocat de David, pour lui faire part de ses inquiétudes. Quand Brigitte découvrit que Sarah voyait encore Emma en cachette après l'école, elle entra dans une rage noire. « Tu n'as plus le droit de voir les Dubois », cria-t-elle. « Ils aident ton père, donc ils sont contre nous. » « Ils ne sont pas contre nous, » répliqua Sarah. « Ils essaient juste de trouver la vérité. »« La vérité, » ricana Brigitte froidement. « La vérité, c'est que ton père a simulé un cambriolage pour cacher de l'argent du divorce. Les preuves et ses preuves sont claires. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » cria Sarah. « Montez dans ta chambre maintenant, » hurla Brigitte en pointant l'escalier. Cette nuit-là, alors que Sarah faisait semblant de dormir, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Silencieusement, elle se glissa jusqu'en haut de l'escalier. Roy venait d'entrer. « Il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix tendue. Ce type Washington propose d'analyser les emails pour l'avocat de Thomas. S'il découvre qu'ils ont été antidatés, on est fichu. « Il ne trouvera rien, » répliqua Brigitte sèchement. « J'ai été prudente. » « Et la gamine ?» demanda Roy. « Elle pose des questions, elle parle aux gens. Et si quelqu'un finissait par l'écouter? » Sarah retint son souffle. « Elle a 8 ans. Personne ne la prend au sérieux, » répondit Brigitte d'un ton glacial. « Tu as dit qu'elle fouinait et prenait des photos de ton téléphone, » répliqua Roy. « Si elle a des preuves, qu'est-ce que tu proposes? » La voix de Brigitte prit une netteté que Sarah n'avait encore jamais entendue. Roy baissa la voix, mais Sarah l'entendit quand même. Si elle devient une vraie menace, il faudra peut-être régler le problème de façon permanente. Je connais des gens qui pourraient la faire disparaître jusqu'après le procès. Le cœur de Sarah battit si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre.
la faire disparaître. Il parlait d'un enlèvement. Ne soyons pas dramatiques, répondit Brigitte. Pour l'instant, je vais la garder isolée. Pas de téléphone, pas d'Internet, aucun contact avec qui que ce soit qui pourrait l'aider. Et si cela ne suffit pas, demanda Roy. Alors on envisagera d'autres options, répondit Brigitte d'un ton glacial. Sarah regagna sa chambre à quatre pattes, tout son corps tremblant de peur. Ce n'était plus seulement à propos de son père, maintenant c'était sa propre sécurité qui était menacée. Elle vérifia son endroit secret, sous la latte du plancher, et à son horreur, remarqua que son carnet n'était pas exactement à l'endroit où elle l'avait laissé. Quelqu'un avait fouillé. Brigitte avait dû fouiller sa chambre. Rapidement, Sarah prit un cahier de rechange et copia des pages innocentes à propos de l'école et des amis. Ce serait son faux journal. Le vrai contenant toutes les preuves, devait être caché ailleurs. Elle travailla tard dans la nuit, consciente que chaque jour qui passait rendait la situation plus dangereuse. Brigitte et Roy n'essayaient plus seulement d'incriminer son père. S'ils pensaient que Sarah pouvait les dénoncer, ils pouvaient lui faire du mal. Elle serra détective Brune contre elle. « Il nous faut de l'aide vite », chuchota-t-elle à son ours, « avant qu'il ne soit trop tard pour papa et pour moi. » Sarah passa la nuit avec son vrai carnet caché dans la tête d'oreiller de détective Brune. Elle avait toujours été prudente, mais maintenant, elle savait que Brigitte fouillait sa chambre, pire encore qu'elle avait entendu Roy évoquer la possibilité de la faire disparaître. Elle dormit à peine sursautant, au moindre bruit de la vieille maison. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de son père. Ce matin-là avait lieu l'audience préliminaire au tribunal de Springfield. Brigitte avait voulu laisser Sarah chez une voisine, mais Olivia Chénier avait insisté pour qu'elle y assiste. « Il est important qu'elle comprenne ce qui se passe », avait dit Olivia avec fermeté. Le bâtiment du tribunal était le plus imposant que Sarah ait jamais vu, de hautes colonnes blanches encadrant d'énormes portes en bois. À l'intérieur, tout résonnait pas de pas murmures, portes qui claquent. Sarah serra la main d'Olivia en entrant. « Il y aura un juge qui écoutera les 2 parties », lui expliqua Olivia doucement. Ensuite, il décidera s'il y a assez de preuves pour aller en procès. Sarah hocha la tête, tenant détective Brune sur ses genoux. Brigitte s'assit de l'autre côté de la salle, aux côtés de la procureure, une femme en tailleur sombre au visage sévère. Quand David entra menotté, Sarah eut envie de courir vers lui. Il paraissait encore plus amaigri qu'avant, mais un petit sourire apparut quand il l'aperçut. Maître Jean Morel, son avocat, était assis à ses côtés, feuilletant des papiers. L'audience commença. Sarah ne comprenait pas tous les termes juridiques, mais elle saisit bien quand Brigitte monta à la barre pour témoigner et commença à mentir. David est devenu très autoritaire après la mort de ses parents, affirma Brigitte en essuyant ses yeux d'un mouchoir. Il m'a menacé, si je procédais au divorce, je ne toucherais rien. Il disait qu'il cacherait tous les biens. Que s'est-il passé la nuit du cambriolage? Demanda la procureure, Brigitte la voix tremblante. Je regardais la télévision quand 3 hommes masqués sont entrés. Ils m'ont attaché et ont pris tout ce qu'il y avait dans le coffre. J'ai eu très peur. Sarah serra détective Brun si fort que ses jointures blanchirent. C'était un mensonge, Brigitte n'avait pas été attachée. Sarah l'avait vue debout, parler au voleur. « Ce n'est pas vrai », murmura-t-elle. Olivia posa sa main sur la sienne et souffla. « Laisse parler les adultes maintenant. » D'autres témoignages suivirent, y compris celui de l'inspectrice Léa Martin et d'un employé de banque qui évoqua des retraits importants sur le compte de David avant le cambriolage. Lors de la pause, Sarah remarqua Maître Morel qui la regardait. Pendant que Olivia discutait avec un autre avocat, il s'approcha et, s'agenouillant, dit doucement « Bonjour Sarah. J'ai remarqué que tu semblais très perturbée quand ta belle-mère témoigne.
Sarah jeta un coup d'œil pour s'assurer que Brigitte n'était pas à portée de voix, puis murmura. Elle ment. Les sourcils de Maître Morel se relevèrent. Pourquoi dis-tu cela? Demanda-t-il. J'ai vu ce qui s'est passé cette nuit-là, chuchota Sarah presque inaudiblement. Je me suis réveillée et je suis allée en haut des escaliers. Brigitte n'était pas attachée comme elle l'a dit à la police. Elle aidait les vassaux à aller l'envelure. Elle leur parlait. Le visage fatigué de Maître Morel prit soudain une expression très attentive. « Es-tu absolument sûr de ce que tu as vu? » demanda-t-il. Sarah acquiesça fermement. « Oui. » Et son cousin Roy était l'un des voleurs. J'ai reconnu sa voix quand il est venu chez nous. « Roy. Son nom complet, demanda Maître Morel. Roy Peterson. Il rend souvent visite à Brigitte. Il parle de vendre les bijoux et de s'assurer que les emails restent sur l'ordinateur de papa. Maître Morel parut stupéfait. Sarah, aurais-tu le courage d'aider ton père en disant la vérité sur ce que tu as vu même si c'est effrayant? Demanda-t-il. Oui, répondit Sarah sans hésiter. Je veux aider mon père. Je vais parler au juge pour que tu puisses témoigner, ajouta Maître Morel. Mais pour l'instant, cela reste entre nous, d'accord? Ne le dis à personne, surtout pas à Brigitte. Quand l'audience reprit, Sarah vit Maître Morel murmurer avec insistance à son père. David lui rendit un regard écarquillé. À la fin de la journée, le juge rendit sa décision. Sur la base des éléments présentés, je constate l'existence d'indices laissant présumer que M. David Thompson a commis ces infractions. Cette affaire sera renvoyée en jugement. La remise en liberté sous caution est refusée en raison de la gravité des charges. Sarah regarda impuissante son père être de nouveau emmené. Brigitte sourit en quittant le palais de justice parlant joyeusement au téléphone pendant le trajet. « Tout s'est parfaitement passé », dit-elle à quelqu'un. Le juge renvoie l'affaire en procès comme prévu. David reste en détention jusqu'à ce moment. Ce soir-là, on frappa à la porte. Brigitte ouvrit et trouva l'inspectrice Martin sur le pas. « Inspectrice, » dit Brigitte, visiblement surprise. « Que puis-je pour vous? »« J'ai quelques questions complémentaires, » répondit l'inspectrice Martin. « Puis-je entrer? » À l'intérieur, l'inspectrice remarqua Sarah assise sur les marches. « Bonjour Sarah, comment vas-tu? »« Ça va ?» répondit Sarah d'une voix basse. « Inspectrice, de quoi s'agit-il? » demanda Brigitte. En réalité, j'espérais pouvoir parler à Sarah seule quelques minutes, expliqua Martin. Brigitte s'approcha aussitôt de Sarah. Je ne pense pas que ce soit approprié, sans sa personne de confiance présente. Sarah a été très émotionnelle ces derniers temps. Je veux juste lui poser quelques questions sur ce dont elle se souvient de cette nuit, dit Martin. Elle dormait, affirma Brigitte d'un ton catégorique. Face au regard insistant de Brigitte, Sarah eut trop peur pour dire la vérité. « Oui, » marmonna-t-elle, « j'ai dormi toute la nuit. » L'inspectrice Martin sembla déçue. « Je vois. Bon, si tu te souviens de quelque chose, Sarah, tu peux toujours m'appeler. » Elle lui tendit une carte que Brigitte prit vivement. « Nous vous tiendrons informés, » dit Brigitte en raccompagnant l'inspectrice. Le lendemain, après l'école, Emma apporta une mauvaise nouvelle. « Mon père a reçu une convocation pour témoigner au procès de ton père, » dit-elle triste. « Le procureur veut qu'il explique qu'il a appris l'informatique à ton père et que ses compétences auraient pu servir à dissimuler des preuves. »« Mais ça nuirait au dossier de mon père, » s'exclama Sarah. Emma répondit que son père se sentait très mal. Il ne voulait pas témoigner, mais on le contraignait. Cette nuit-là, Sarah ne dormit pas. Elle ne cessait de penser aux éléments qu'il fallait pour aider son père. Vers minuit, elle se rappela soudain quelque chose d'important. Son père lui avait déjà montré où était cachée une clé de secours pour ouvrir les tiroirs du bureau en cas d'urgence. C'était bien une urgence.
Sarah descendit en glissant attentive aux marches qui grinçaient. Dans la cuisine, elle monta sur une chaise et chercha derrière le réfrigérateur. La petite clé était là cachée, comme son père le lui avait appris. La clé en main, elle se dirigea vers le bureau de Brigitte. La lumière de la lune traversait la fenêtre juste assez pour distinguer les formes. Elle ouvrit le tiroir du bas avec précaution. À l'intérieur, elle trouva un téléphone prépayé, le même qu'elle avait déjà vu quand Brigitte passait des appels secrets. Il y avait aussi des papiers listant des bijoux et leurs valeurs. Mais surtout, dans une petite enveloppe, elle découvrit les boucles d'oreilles, en diamant de sa grand-mère, celles qui étaient censées avoir été volées. Les mains tremblantes, Sarah prit des photos de tout avec son iPad. C'était une preuve tangible que Brigitte avait menti sur le cambriolage. Elle remit soigneusement chaque objet à sa place. Referma le tiroir, remit la clé où elle l'avait prise, puis remonta à l'étage avec ses précieuses photos. Le lendemain matin, Brigitte fit irruption dans la chambre de Sarah, le visage déformé par la colère. « Quelqu'un a fouillé mon bureau cette nuit », dit-elle d'une voix dangereusement basse. Le tiroir était ouvert. « Peut-être que vous avez oublié de le fermer », répondit Sarah, feignant l'innocence. « Je n'oublie jamais », répliqua Brigitte sèchement. Elle commença à retourner la chambre et fouillant tiroir et sous le lit. « Où qu'est-ce que tu as pris ?»« Rien », protesta Sarah. « J'ai dormi. » Brigitte attrapa l'iPad de Sarah. « Laisse-moi voir. » Le cœur de Sarah battit à tout rompre, tandis que Brigitte essayait de déverrouiller l'appareil. Heureusement, Sarah avait changé le mot de passe après avoir pris les photos. « Quel est le mot de passe ?» demanda Brigitte d'un ton menaçant. « Je ne m'en souviens plus », mentit Sarah. Brigitte, frustrée, jeta l'iPad sur le lit. « Tu mens, tu fouines et tu inventes des histoires sur moi. Ça suffit. » Dès que Brigitte partit travailler, Sarah appela Olivia Chénier dans la panique. « Madame Chénier, aidez-moi, s'il vous plaît, » supplia-t-elle lorsque la ligne décrocha. « Brigitte sait que j'ai trouvé des preuves dans son bureau. J'ai des photos des boucles d'oreilles en diamant de ma grand-mère qui étaient censées avoir été volées. Et le cousin de Brigitte Roy faisait partie des voleurs. Je les ai entendus parler de vendre les bijoux. »« Doucement, Sarah, » dit Olivia, la voix inquiète. « Es-tu en sécurité en ce moment? »« Je ne sais pas, » avoua Sarah. Brigitte était vraiment en colère ce matin, et je les ai entendus, elle et Roy, parler de me faire disparaître jusqu'après le procès. « Reste où tu es, » ordonna fermement Olivia. « J'arrive tout de suite. » Mais avant qu'Olivia n'ait le temps d'arriver, Sarah entendit une voiture dans l'allée. En regardant par la fenêtre, elle vit le camion de Roy se garer derrière la voiture de Brigitte. Ils étaient rentrés en plein après-midi. Sarah pressa son oreille contre le plancher pour écouter leur conversation en bas. « La gamine a compris, » disait Brigitte. « Elle a fouillé mon bureau la nuit dernière. »« Je te l'avais dit, » grogna Roy. « Qu'est-ce qu'elle a trouvé? »« Je ne sais pas, mais elle a dû voir les boucles d'oreilles, » répondit Brigitte. « Il faut la déplacer quelque part jusqu'après le procès. »« Je connais un endroit, » dit Roy. « La cabane d'un pote dans les bois. Personne n'irait la chercher là-bas. » Le sang de Sarah se glaça. Ils allaient l'enlever. Elle devait s'enfuir tout de suite. Vite, elle attrapa son iPad, Détective Brown, et son vrai cahier. Elle poussa la fenêtre de sa chambre et regarda en bas, ce n'était pas trop au sauna. Elle put descendre en s'aidant du treillage à côté de la fenêtre. Le cœur battant, Sarah passa les jambes par-dessus le rebord. C'était sa seule chance de s'échapper et de sauver son père. Si elle restait, Brigitte et Roy la feraient disparaître. Sarah descendit le treillage les mains tremblantes, serrant la structure en bois. Une fois les pieds au sol, elle ne retourna pas la tête. Elle courut à travers les jardins et les ruelles tenant son iPad et Détective Brown contre sa poitrine. Elle n'avait qu'un seul endroit où aller, la maison d'Emma. 20 minutes plus tard, elle frappa frénétiquement à la porte des Dubois.
Emma ouvrit les yeux écarquillés de surprise. Sarah que... S'il te plaît, laisse-moi entrer. Allaita Sarah essoufflée par la course. Brigitte et Roy vont m'enlever. Emma la fit entrer sans hésiter. Michel et Tania Dubois accoururent inquiets par l'agitation. Sarah, dit Michel. Que se passe-t-il? Ils vont m'emmener, sanglota Sarah les larmes coulant. Je les ai entendus dire qu'ils me cacheraient dans une cabane dans les bois jusqu'après le procès. Doucement, ma puce, la calma Tania en l'amenant s'asseoir sur le canapé. Raconte-nous tout. Entre deux sanglots, Sarah expliqua comment elle avait trouvé les boucles d'oreilles de sa grand-mère dans le bureau de Brigitte, prit des photos comme preuve, puis surprit Brigitte et Roy en train de comploter pour la faire disparaître. « J'ai des preuves », dit-elle en débloquant son iPad de doigts tremblants. Voilà les messages entre Brigitte et Roy. Et voici les photos des boucles d'oreilles qui devaient être volées. Michel examina les images avec sérieux. Ce sont des preuves graves, Sarah. Nous devons appeler Maître Morel tout de suite. Pendant que Michel appelait Tania, apporta à Sarah un verre d'eau et une couverture. Emma resta près d'elle, lui tenant la main. « Tu as été très courageuse, » murmura Emma. Michel revint le visage sérieux. « J'ai parlé à Maître Morel. Il dit qu'il faut amener Sarah et ses preuves directement au bureau du procureur. Il nous y rejoindra. »« Et Brigitte ?» demanda Tania. « Elle va nous chercher, » répondit Michel, comme pour confirmer des sirènes retentirent au loin. « Elle est déjà sur le coup, » dit Michel sombre. À la maison Thompson, Brigitte jouait la comédie devant les policiers qui étaient venus à son appel paniqué. « Elle est tellement bouleversée ces derniers temps, » sanglotait Brigitte. « Elle invente des histoires sur moi. » La psychologue scolaire déclarait qu'elle faisait des délires à cause du crime de son père. « Nous allons émettre une alerte pour elle immédiatement, madame, » assura un officier. « S'il vous plaît, trouvez-la, » supplia Brigitte. Elle est émotionnellement perturbée et pourrait se faire du mal. Chez les Dubois, Michel consulta son téléphone. Il y a déjà une alerte pour Sarah. Ils disent que Elsa est en détresse psychologique et portée disparue. C'est un mensonge, protesta Sarah. On le sait, dit Michel doucement. Mais ça signifie que la police va te chercher. Il faut qu'on aille au centre-ville rapidement mais prudemment. Michel aida Sarah à monter dans la voiture, rabattant la couverture sur elle pour la rendre moins visible. En roulant vers le centre de Springfield, ils croisèrent deux voitures de police qui patrouillaient lentement dans le quartier, visiblement à la recherche de Sarah. « Baisse-toi », ordonna Michel, quand ils arrivèrent à un feu où une voiture de police stationnait. Sarah se baissa sur le plancher de la voiture, serrant Détective Brown. « Est-ce qu'ils vont m'arrêter ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non », la rassura Michel. « Une fois qu'on montrera les preuves au procureur, ils comprendront que tu dis la vérité. » Au bureau du procureur, une femme grande aux cheveux noirs coupés courts se présenta d'un ton sec. « Je suis Meredith Holloway, substitut du procureur. » Elle n'avait pas l'air ravie de les voir. « Monsieur Dubois, » dit-elle froidement à Michel, « savez-vous qu'une alerte a été lancée pour cet enfant? » Sa belle-mère l'a signalé comme disparue et émotionnellement instable. « Madame Holloway. » Sarah détient des preuves qui pourraient tout changer dans l'affaire Thompson, expliqua Michel. La substitut soupira, puis leur fit signe de s'asseoir. « Quelles preuves ?» demanda-t-elle. Sarah ouvrit son iPad et montra les photos des messages et des boucles d'oreilles. Ces bijoux devaient faire partie des objets volés pendant le cambriolage, mais Brigitte les cache dans son bureau. Madame Holloway fronça les sourcils en observant les photos. C'est troublant, mais pas concluant. Les messages dans ce pan sont suffisamment vagues pour avoir une autre explication et nous n'avons que votre parole pour affirmer que ces boucles d'oreilles faisaient partie des biens volés. Mais je dis la vérité, insista Sarah. Beaucoup d'enfants ont du mal à accepter qu'un parent ait pu commettre un crime.
répondit calmement la procureure. Il est naturel de construire des explications alternatives. Michel allait répliquer quand la porte s'ouvrit. L'inspectrice Léa Martin entra visiblement surprise de voir Sarah. « J'ai reçu votre message au sujet du dossier Thompson », dit-elle à Holloway avant de remarquer la fillette. « Que se passe-t-il ici ?» L'enfant s'est enfui de chez elle et apporte ce qu'elle prétend être des preuves impliquant sa belle-mère dans le cambriolage, expliqua Holloway. Léa s'accroupit à hauteur de Sarah. « Pourquoi t'es-tu enfuie, Sarah? » Brigitte et Roy voulaient m'emmener dans une cabane dans les bois jusqu'après le procès, répondit-elle la voix tremblante. Je les ai entendus en parler et regarder. Elle lui montra les photos sur l'iPad. L'inspectrice examina attentivement les images. Son expression changea. Ces messages correspondent à un numéro que je soupçonnais déjà. Et ces boucles d'oreilles? Elle leva les yeux vers Sarah. J'ai des doutes sur cette affaire depuis des semaines. Les éléments ne collent pas. Vous me croyez? Demanda Sarah, pleine d'espoir. Je crois qu'il y a assez de matière pour rouvrir l'enquête, répondit Léa d'un ton ferme. Elle se tourna vers Holloway. Je veux un mandat pour perquisitionner le domicile de Roy Peterson. Sur la base de photos prises par un enfant, demanda Holloway, sceptique. Sur la base de ces messages qui correspondent à des relevés téléphoniques déjà obtenus par réquisition, rétorqua Léa. Et sur les incohérences du dossier initial. Pendant que les adultes débattaient, Maître Morel arriva. Après avoir écouté la situation, il prit Holloway et Martin à part pour une discussion sérieuse. Sarah ne pouvait pas entendre, mais les visages graves et les hochements de tête disaient tout. Enfin, l'avocat revint vers elle. « Le procureur va examiner tes preuves. L'inspectrice Martin obtient un mandat pour fouiller la maison de Roy Peterson. »« Et moi ?» demanda Sarah. « Je ne peux pas retourner chez Brigitte. »« Non, tu ne peux pas, » confirma Morel. « Le tribunal a décidé de te placer temporairement en famille d'accueil le temps que tout soit éclairci. » 3 heures plus tard, Sarah était assise dans le salon des Garcia, une famille chaleureuse, composée des parents et de 2 enfants. La maison sentait le gâteau et regorgeait de photos souriantes. « Tu resteras dans notre chambre d'amis, » expliqua gentiment Madame Garcia. « Nous sommes famille d'accueil d'urgence depuis 5 ans. »« Merci, » murmura Sarah serrant détective Brown contre elle. Monsieur Garcia alluma la télévision, puis la coupa aussitôt, en voyant le journal local afficher la photo de classe de Sarah avec la mention « Enfant disparu ». Mais Sarah avait déjà vu. « Il parle de moi, » dit-elle. Monsieur Garcia acquiesça gêné. « Ta belle-mère a donné une interview. Elle dit être très inquiète pour toi. » Sarah savait qu'inquiète n'était pas le bon mot. Brigitte devait être folle de rage, que son plan ait échoué. Le lendemain, Maître Morel vint voir Sarah chez les Garcia. Il apportait un iPad. « Quelqu'un veut te parler, » dit-il avec un sourire posant l'appareil sur la table de la cuisine. Quand l'écran s'alluma, Sarah poussa un cri. « Papa !» Le visage fatigué de David Thompson s'illumina d'un large sourire. « Ma petite Sarah, tu vas bien? »« Oui, maintenant, » dit-elle en touchant l'écran. « Je suis avec des gens gentils. Et papa, j'ai trouvé des preuves. J'ai vu Brigitte avec les voleurs comme je te l'avais dit. »« Je sais, ma chérie, » répondit David, les yeux humides. « Maître Morel m'a tout raconté. Tu as été si courageuse. »« Ils enquêtent maintenant, » dit Sarah avec excitation. L'inspectrice Martin fouille la maison de Roy. « Sarah, » dit David en se penchant vers l'écran. « Il y a quelque chose d'important qui pourrait t'aider. Tu te souviens de la montre ancienne de grand-mère Ladorée avec les petites fleurs? » Sarah hocha la tête. « Celle que tu disais spéciale. Elle a un compartiment secret à l'arrière, » expliqua David. « À l'intérieur, il y a une petite photo de toi bébé avec ta grand-mère et moi.
Si la police retrouve cette montre, ce sera la preuve qui reliera les vrais voleurs aux bijoux. Je vais en parler à l'inspectrice Martin, promit Sarah. Après avoir dit au revoir à son père, elle raconta tout à Maître Morel, qui appela immédiatement l'inspectrice pour lui transmettre cette nouvelle information cruciale. Plus tard dans l'après-midi, Michel Dubois vint rendre visite à Maître Morel pendant que Sarah écoutait depuis le canapé. « J'ai découvert quelque chose d'étrange », expliqua Michel. Les emails utilisés contre David prétendent avoir été envoyés avant le cambriolage. Mais leurs métadonnées montrent qu'ils ont en réalité été créés après, puis antidatés pour paraître plus anciens. « Cela prouve qu'ils sont faux », s'exclama Sarah. « Cela le suggère fortement », répondit Michel, « mais il nous faut encore plus de preuves pour être certains. » Ce soir-là, l'inspectrice Martin appela avec une nouvelle exaltante. « Nous avons arrêté Roy Peterson pour une infraction routière alors qu'il quittait la ville. Il avait une valise pleine d'argent liquide et se dirigeait vers la frontière. « Avez-vous trouvé la montre ?» demanda Sarah avec empressement. « Pas encore », répondit Martin, « mais nous avons désormais un mandat pour fouiller son garage. Nous y allons ce soir. » En se préparant à dormir dans la chambre d'amis des Garcia, Sarah ressentit pour la première fois depuis des mois une véritable lueur d'espoir. Roy avait été arrêté, la police cherchait des preuves et la vérité commençait enfin à éclater. Madame Garcia vint l'aborder. « Tu as eu une sacrée journée, ma courageuse. »« Vous croyez qu'ils vont trouver la montre de grand-mère » demanda Sarah. « Je l'espère » dit doucement Madame Garcia en lui caressant les cheveux. « Maintenant, dors un peu. » Sarah serra détective Brune dans ses bras en s'endormant, sachant que Brigitte était toujours dehors, certainement folle de rage, que son plan ait échoué. Mais pour ce soir, au moins, elle était en sécurité. Sarah se réveilla. Le lendemain, au son de voix excitée venant du rez-de-chaussée, elle attrapa détective Brun et descendit en pyjama, encore les yeux à demi clos. Monsieur Garcia était au téléphone hochant la tête avec enthousiasme. Lorsqu'il la vit, il lui fit un signe du pouce. « Oui, elle est là », dit-il dans le combiné. « Je lui dirai. Merci, inspectrice. »« Que s'est-il passé ?» demanda Sarah quand il raccrocha. « L'inspectrice Martin a fouillé le garage de Roy Peterson la nuit dernière », expliqua Monsieur Garcia, le visage illuminé. « Sarah, ils ont trouvé des bijoux cachés dans une boîte à outils verrouillée. »« Et la montre de grand-mère ?» demanda Sarah, le cœur battant. « Oui, et exactement, comme ton père l'avait dit, elle contenait un compartiment secret avec une photo de famille à l'intérieur. » Sarah sauta de joie, serrant détective Brun contre elle. Cela le prouve, Roy faisait partie des voleurs. Madame Garcia arriva de la cuisine avec le petit déjeuner. « C'est une merveilleuse nouvelle, mais tu dois quand même manger. La journée va être très chargée. » Trop excitée pour avoir faim, Sarah avala tout de même un peu de pain grillé. À peine avait-elle fini que Maître Morel arriva, un dossier épais sous le bras. « Bonjour Sarah, » dit-il chaleureusement. « J'imagine que tu as déjà entendu la bonne nouvelle. » Sarah hocha vivement la tête. « Ils ont retrouvé la montre de grand-mère. »« Oui, » confirma l'avocat. « Et ce n'est pas tout, l'inspectrice. Martin a également trouvé des relevés bancaires prouvant que Roy a déposé de grosses sommes d'argent juste après le cambriolage. « Alors mon père peut rentrer à la maison maintenant ?» demanda Sarah avec espoir. « Pas encore, mais on s'en approche », expliqua Morel. « Aujourd'hui, il faut te préparer à quelque chose d'important. Tu pourrais devoir témoigner au tribunal sur ce que tu as vu la nuit du cambriolage. » Vous voulez dire au juge et à tout le monde ce que j'ai vu. Exactement, dit Morel. Ce sera peut-être impressionnant de parler devant autant de gens, alors on va s'entraîner. Pendant 1 heure, il posa à Sarah des questions sur la nuit du vol. Il lui apprit à parler clairement et à raconter uniquement ce qu'elle avait vu sans en rajouter. Dis simplement la vérité telle que tu t'en souviens, conseilla l'avocat. Si tu ne sais pas ou si tu ne te rappelles pas, tu peux le dire, c'est très bien. Brigitte sera là, demanda Sarah nerveuse.
Oui, mais tu n'as pas besoin de la regarder. Tu peux me regarder ou ton père. Après le déjeuner, un nouvel homme arriva chez les Garcia. Grand brun portant des lunettes, il se présenta. « Je m'appelle Thomas Blackwell, je viens du bureau du procureur. » Après avoir vu les preuves découvertes par l'inspectrice Martin, notre service collabore désormais avec Maître Morel pour aider ton père. « Vous me croyez maintenant? » demanda Sarah. « Les preuves sont très convaincantes, » répondit M. Blackwell. « La montre avec la photo de famille est particulièrement importante, car elle relie directement Roy aux objets volés. » À ce moment-là, une voiture de police s'arrêta devant la maison. L'agent Jenkins sortit précipitamment et frappa à la porte. « Nous avons une situation, » annonça-t-il aux adultes. « Bridget Thompson est en route pour ici. Elle a découvert d'une manière ou d'une autre où Sarah se trouve. »« Comment ?» demanda Mme Garcia alarmée. « Nous ne savons pas, » admit l'agent, « mais elle exige de voir Sarah et semble très agitée. » Maître Morel se tourna vers la fillette. « Tu n'as pas à la voir si tu ne veux pas. »« J'ai peur, » avoua Sarah en serrant détective Brown. « L'agent Jenkins restera ici, » la rassura M. Blackwell. « Et nous aussi. » 10 minutes plus tard, la voiture de Brigitte s'arrêta brusquement dans l'allée, dans un crissement de pneus. Elle descendit en trombe, le visage rouge de colère. M. Garcia ouvrit la porte avant même qu'elle ne frappe. « Où est-elle » lança Brigitte d'une voix dure. « J'ai le droit de voir ma belle-fille. »« Madame Thompson, calmez-vous, s'il vous plaît, intervint Maître Morel en s'avançant. « Ne me dites pas de me calmer, » cria Brigitte. « Sarah raconte des mensonges sur moi et maintenant vous me l'avez enlevée. »« Nous avons des preuves suggérant que Sarah dit la vérité, » déclara posément M. Blackwell. « Quelle preuve? Quelle preuve? » ricana Brigitte. « Les délires d'une fillette de 8 ans. »« Non, » répondit fermement l'agent Jenkins. « Des preuves matérielles retrouvées chez Roy Peterson, notamment des bijoux issus du cambriolage. » Le visage de Brigitte pâlit légèrement. « Roy a peut-être été impliqué, mais moi je n'ai rien à voir avec tout ça, » balbutia-t-elle. « Vraiment ?» demanda calmement M. Blackwell. « Alors comment saviez-vous que la montre ancienne avait des diamants jaunes sur le cadran? Ce détail ne figure ni dans le rapport de police, ni dans aucun article de presse. » Brigitte se figea. « Je n'ai rien dit sur des diamants. »« Vous venez de le faire, » répondit l'agent Jenkins en sortant son carnet. « Vous avez dit diamants jaunes avant que quiconque ne mentionne à quoi ressemblait la montre. » Brigitte comprit son erreur. Son visage se durcit quand elle aperçut Sarah cachée derrière Mme Garcia. « C'est absurde, » lança-t-elle. « Je m'en vais, mais ce n'est pas fini. Cet enfant m'appartient. » Elle tourna les talons et partit furieuse vers sa voiture. Sarah ressentit à la fois un immense soulagement et une peur sourde. Brigitte venait de se trahir, mais elle était toujours très dangereuse. Peu après, Michel Dubois arriva avec son ordinateur portable. « J'ai terminé l'analyse des emails, » annonça-t-il. « Je peux prouver qu'ils ont été créés après le cambriolage et antidatés pour faire accuser David. » Il montra les résultats à tout le monde. « Voyez ce code ici, » expliqua-t-il. « Il indique la date réelle de création du fichier 2 jours après le cambriolage. »« Excellent travail, Monsieur Dubois, » dit Thomas Blackwell en consultant l'écran. « Avec ces preuves et les bijoux retrouvés dans le garage de Roy, nous avons un dossier solide. » Olivia Chen arriva ensuite un dossier à la main et le visage satisfait. « Je reviens du tribunal, » annonça-t-elle à Sarah. Le juge a suspendu les droits de garde de Brigitte en attendant la fin de l'enquête. Tu restes chez la famille Garcia pour le moment. Alors Brigitte ne peut plus m'emmener, demanda Sarah. Non, répondit Olivia en souriant. Tu es en sécurité ici. Plus tard dans l'après-midi, Sarah eut l'autorisation d'aller voir son père à la prison du comté de Millfield. Maître Morel la conduisit, lui expliquant en chemin que la situation s'améliorait enfin. « Les preuves s'accumulent en faveur de ton père, dit-il.
Demain, nous aurons une audience pour demander sa libération sous caution. » Dès qu'elle vit son père, Sarah courut dans ses bras. Il avait l'air plus heureux et plein d'espoir qu'elle ne l'avait vu depuis longtemps. « Papa, ils ont retrouvé la montre de grand-mère avec la photo dedans. »« Je sais, ma Sarah, dit David en la serrant fort. « Maître Morel m'a tenu au courant. Tu as été si courageuse. » Ils s'assirent ensemble à la petite table de la salle des visites. Pour la première fois, Brigitte n'était pas là pour les surveiller. « Quand est-ce que tu rentres à la maison? » demanda Sarah. « Nous l'espérons très bientôt, » répondit David. « Il y a une audience demain matin, et avec les nouvelles preuves, j'ai de bonnes chances d'être libéré. » « Mais Maître Morel dit qu'il y aura quand même un procès, » dit Sarah déçue. « Oui, » acquiesça David. « Brigitte dira sûrement qu'elle ne savait rien que Roy a agi seul. Mais ce n'est pas vrai. Elle parlait avec les voleurs, je l'ai vu. »« Et ton témoignage sera très important, » dit doucement David. « Mais nous devons encore trouver des preuves reliant directement Brigitte à la préparation du cambriolage. » Sarah réfléchit intensément, cherchant à se souvenir du moindre détail. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. « Papa, je viens de me rappeler quelque chose d'important. Cette nuit-là, j'ai vu Brigitte donner quelque chose à l'un des hommes masqués. Ça ressemblait à un petit bout de papier. »« Un papier, » dit David en se penchant intrigué, comme des instructions. « Une liste. Peut-être, » répondit Sarah. Elle l'a sorti de sa poche et lui a donné. Puis il a hoché la tête et l'a mis dans sa veste. Maître Morel, qui prenait des notes, leva la tête aussitôt. « C'est un détail crucial, Sarah. Cela prouve que Brigitte ne faisait pas que regarder, elle participait activement. » Lorsque le temps des visites prit fin, David serra à nouveau sa fille dans ses bras. « Je suis si fier de toi, ma petite Sarah. Tu n'as jamais abandonné même quand personne ne te croyait. »« Je savais que tu étais innocent, papa, » dit Sarah en souriant à travers ses larmes. « Il fallait juste que les adultes le voient aussi. » De retour chez les Garcia, Sarah aida à mettre la table pendant que les adultes discutaient de l'audience du lendemain. Elle aura lieu demain matin à 9h au tribunal du comté de Springfield, expliqua Maître Morel. C'est notre première vraie occasion de présenter les nouvelles preuves. Devant le tribunal, expliqua Maître Morel. « Est-ce que je devrais témoigner? » demanda Sarah nerveuse. « Pas à l'audience de demain, » la rassura l'avocat, « mais peut-être au procès. » Après le dîner, alors que Sarah se préparait à aller se coucher, l'inspectrice Martin appela avec une nouvelle importante. « Nous avons trouvé quelque chose dans les relevés téléphoniques de Roy Peterson, » annonça-t-elle à Maître Morel excité. « Il y a des dizaines d'appels vers un téléphone jetable, le même numéro que celui photographié par Sarah dans les messages de Brigitte. »« C'est le chaînon manquant, » s'exclama Morel. « Cela prouve que Brigitte et Roy étaient en contact régulier pour planifier le cambriolage. » Quand il rapporta la nouvelle à Sarah, elle sourit de soulagement. « Alors tout le monde saura que je disais la vérité depuis le début. »« Oui, » confirma Morel. « Grâce à ton courage et à ta persévérance, la vérité finit par triompher. » Cette nuit-là, Sarah dormit à peine. Elle pensait à l'audience de libération sous caution et à ce que cela signifierait si son père pouvait enfin rentrer à la maison. Le soleil se levait à peine quand Madame Garcia frappa doucement à sa porte. Debout, Sarah appela-t-elle. « C'est le grand jour. » Sarah enfila sa plus belle robe bleue et testessa soigneusement ses cheveux, comme son père le lui avait appris. Elle glissa Détective Brown dans son sac. Il lui porterait chance aujourd'hui. Devant le palais de justice du comté de Springfield, elle fut étonnée de voir tant de monde. Le parking était plein et des petits groupes bavardaient devant l'entrée. « Qui sont tous ces gens ?» demanda-t-elle à Maître Morel, qui les attendait sur les marches. « Beaucoup sont les élèves et les collègues de ton père, » expliqua l'avocat. Ils sont venus lui témoigner leur soutien. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée.
Sarah s'assit au premier rang entre Olivia Chen et les Garcia. De l'autre côté, elle aperçut Brigitte, vêtue d'une robe noire feignant la tristesse. « Levez-vous pour le juge William Henderson » cria l'huissier. Tout le monde se leva quand le juge, un homme âgé aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses, entra dans la salle. « Asseyez-vous, dit-il. Nous examinons aujourd'hui la demande de libération sous caution dans l'affaire État contre Thompson. » La procureure, une femme en tailleur sombre, prit la parole la première. « Votre honneur, même si de nouveaux éléments ont émergé, l'État estime toujours que David Thompson a participé à la préparation du cambriolage. Il est possible que Roy Peterson ait agi sans que Mme Thompson en ait connaissance, mais M. Thompson reste le principal suspect. » Le juge hocha la tête. « Maître Morel, vous pouvez plaider votre demande de mise en liberté. » L'avocat se leva. « Votre honneur, nous disposons de preuves solides démontrant non seulement l'innocence de mon client, mais aussi la tentative d'un complot visant à le faire accuser à tort. » Pendant une demi-heure, il présenta les nouveaux éléments. Les bijoux retrouvés dans le garage de Roy. La montre avec la photo de famille, les relevés bancaires prouvant des dépôts suspects et les analyses informatiques révélant la falsification des emails. De plus, poursuivit Morel, l'inspectrice Léa Martin a découvert que Roy Peterson communiquait régulièrement avec un téléphone jetable appartenant à Brigitte Thompson. L'inspectrice fut appelée à la barre. Les appels ont eu lieu avant, pendant et après le cambriolage, témoigna-t-elle. Cela indique une coordination et une planification entre ces deux personnes. La salle se remplit de murmures. Sarah observa le visage du juge. Il paraissait profondément troublé. « Votre honneur, conclut Morel, au vu de ces éléments, nous demandons la libération sous caution de David Thompson. Il est un membre respecté de la communauté, ne présente aucun risque de fuite, et tout porte à croire qu'il a été piégé. » Le juge ôta ses lunettes et se frotta les yeux. « Je dois dire que cette affaire prend une tournure inattendue. Les preuves présentées soulèvent de sérieuses questions quant aux accusations initiales. » Il se tourna vers la procureure. « L'État a-t-il une réponse? » La procureure semblait mal à l'aise. « Nous pensons toujours que M. Thompson devrait rester en détention jusqu'à ce que toutes les preuves soient vérifiées. » Le juge secoua la tête. Compte tenu des nouveaux éléments, la situation a considérablement évolué. La libération sous caution est accordée pour un montant de 25 000 $. Sarah bondit de son siège. Ça veut dire que papa peut rentrer. Olivia la retint doucement. Oui, dès que la caution sera versée. Un peu de patience. Le juge conclut. M. Thompson sera libéré aujourd'hui dans l'attente du procès. Il devra rester dans le comté et se présenter chaque semaine au greffe. Il frappa de son maillet. Audience levée. La salle éclata en applaudissements et en cris de joie. Professeurs et élèves de l'école de David s'étreignaient dans la salle d'audience. Sarah, débordante d'émotion, se mit à pleurer de joie. « Quand est-ce que je reverrai papa » demanda-t-elle à Maître Morel. « Très bientôt, promit-il. Les formalités de libération prendront quelques heures, mais il devrait sortir cet après-midi. » Dans toute l'agitation, Sarah remarqua que Brigitte avait discrètement quitté la salle du tribunal. Personne ne semblait savoir où elle était passée. 3 heures plus tard, Sarah se tenait devant la prison du comté de Millfield avec les Garcia, les Washington et Maître Morel. Quand les grandes portes s'ouvrirent et que David Thompson en sortit, Sarah se précipita vers lui. « Papa » cria-t-elle en se jetant dans ses bras. David s'agenouilla pour la serrer fort contre lui. Il était encore amaigri, mais ses yeux brillaient d'un bonheur profond. « Ma petite Sarah, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Tu l'as fait. Tu m'as sauvée. » Beaucoup de gens s'étaient rassemblés pour l'accueillir. Ses élèves brandissaient une grande banderole où l'on pouvait lire « Bienvenue, Monsieur Thompson » en lettres colorées. Plusieurs professeurs du lycée étaient aussi présents, dont le proviseur.
Nous n'avons jamais cru que tu étais coupable, David déclara ce dernier en lui serrant la main. Après avoir remercié tout le monde, David se tourna vers les Garcia. Merci d'avoir pris soin de ma fille. Je ne pourrai jamais vous rendre tout ce que vous avez fait. Ce fut un plaisir, répondit Madame Garcia avec chaleur. Sarah est une enfant exceptionnelle. Où allez-vous loger? Demanda Michelle Washington. Votre maison est encore à moitié au nom de Brigitte. Oui, soupira David. Mon avocat me déconseille d'y retourner pour le moment. Vous resterez chez nous, insista M. Garcia. Nous avons largement la place. De retour chez les Garcia, tout le monde se réunit dans le salon. L'inspectrice Martin arriva avec des nouvelles. Nous avons lancé un mandat d'arrêt contre Brigitte Thompson, annonça-t-elle. Mais elle semble s'être volatilisée. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à la gare routière de Springfield. Elle s'est enfuie, demanda Sarah. L'inspectrice hocha la tête. C'est ce qu'il semble. Nous vérifions tous les bus et trains partis aujourd'hui. David prit Sarah dans ses bras. Elle ne peut plus nous faire de mal, ma chérie. La vérité éclate enfin. Ce soir-là, alors que David discutait avec les adultes dans la cuisine, l'iPad de Sarah émit un bip. Un nouveau message d'un numéro inconnu s'afficha. Personne ne croira une petite fille. Arrête maintenant ou ton père ne sera pas en sécurité, même s'il est libre. Les mains tremblantes, Sarah montra le message à son père et à l'inspectrice Martin. « C'est elle, murmura-t-elle. C'est Brigitte. » L'inspectrice prit l'iPad. « C'est une bonne chose, Sarah. Nous allons pouvoir tracer l'origine du message. » « Elle essaie encore de te faire peur, » dit David en passant un bras autour d'elle. « Mais nous ne la laisserons pas réussir. » Le lendemain, l'inspectrice Martin revint avec d'autres nouvelles. « Nous avons trouvé de nouvelles preuves chez Roy Peterson. Il risque maintenant une longue peine de prison. » Et Brigitte demanda David. « Toujours en fuite, admit Martin. Mais nous avons gelé ses comptes bancaires et alerté la police aux frontières. Elle ne pourra pas aller bien loin. » Dans l'après-midi, Maître Morel reçut un appel inattendu. « Roy Peterson veut passer un accord, expliqua-t-il à David et à Sarah. Il est prêt à témoigner contre Brigitte en échange d'une réduction de peine. Il admet toute la façon dont elle a planifié le cambriolage, comment ils ont falsifié les preuves sur ton ordinateur. Tout. C'est une excellente nouvelle, dit David en regardant sa fille avec un sourire. La veille du procès. Sarah aida Madame Garcia à préparer le dîner, tandis que David passait des appels dans le salon. La presse avait appris son histoire, et les journalistes appelaient sans cesse pour demander des interviews. « Tu es nerveuse pour demain ?» demanda Madame Garcia en dressant la table. Un peu à voix Sarah. « Je dois parler devant tout le monde. Dis simplement la vérité exactement comme tu t'en souviens, conseilla Madame Garcia. C'est tout ce qu'on te demandera. » Le lendemain matin, le palais de justice du comté de Springfield était encore plus bondé que lors de l'audience de libération. Des camions de télévision stationnaient dehors et des journalistes se pressaient sur les marches micro à la main. À l'intérieur, Sarah s'assit aux côtés de son père de Maître Morel et de Thomas Blackwell, désormais procureur du dossier contre Brigitte et Roy, au lieu de David. « La salle sera disposée comme la dernière fois, expliqua Morel à Sarah. Mais cette fois, tu t'assiéras dans ce siège à côté du juge quand viendra ton tour de témoigner. Brigitte sera là, demanda-t-elle d'une voix inquiète. Nous ne le pensons pas, répondit David pour la rassurer. Elle n'a toujours pas été retrouvée. Lorsque le juge Henderson entra, tout le monde se leva. Il ouvrit la séance et Thomas Blackwell prit la parole d'une voix claire. « Votre honneur, cette affaire porte sur un complot complexe destiné à faire accuser un homme innocent. Les preuves démontreront que Brigitte Thompson et Roy Peterson ont simulé un cambriolage, volé des bijoux de famille et de l'argent liquide, puis soigneusement fabriqué de faux éléments pour faire accuser David Thompson, déclara Thomas Blackwell devant le tribunal.
après la courte déclaration de l'avocat de la défense de Roy Peterson Blackwell, appela son premier témoin. L'État appelle Sarah Thompson. Le cœur de Sarah battait à tout rompre, alors qu'elle s'avançait vers la barre des témoins. Elle serrait détective Brun sous son bras pour se donner du courage. Après avoir juré de dire la vérité, elle prit une grande inspiration. « Raconte-nous ce que tu as vu la nuit du cambriolage », demanda Blackwell d'une voix douce. « Je me suis réveillé parce que j'ai entendu du bruit en bas, commença Sarah. Je suis monté jusqu'en haut de l'escalier et j'ai vu 3 hommes masqués dans notre salon. Ils prenaient des choses dans notre coffre-fort. Et où se trouvait ta belle-mère Bridget Thompson à ce moment-là? » « Elle se tenait près d'eux, » répondit Sarah d'une voix claire. Elle n'était ni attachée ni effrayée. Elle leur parlait, leur disait de se dépêcher. Alors qu'elle poursuivait son témoignage, un tumulte éclata au fond de la salle. Des agents de sécurité se débattaient avec quelqu'un qui essayait d'entrer. La personne portait une perruque blonde, des lunettes de soleil et un foulard. Mais Sarah la reconnut immédiatement. « C'est elle », cria-t-elle en pointant du doigt. « C'est Brigitte. » La salle explosa en cris et en confusion, tandis que les gardes menottaient Brigitte et lui arrachaient sa perruque et ses lunettes. Silence. Silence dans la salle, ordonna le juge Henderson en frappant de son maillet. Alors que Brigitte était escortée vers la table des accusés, elle croisa le regard de Sarah plein de haine. Mais pour la première fois, Sarah ne baissa pas les yeux. Elle n'avait plus peur. Le juge suspendit l'audience pour rétablir le calme. Dans le couloir, David serra sa fille dans ses bras. « Tu as été formidable, » murmura-t-il. « Et maintenant, elle ne pourra plus fuir. Elle ne peut plus nous faire de mal, n'est-ce pas? » demanda Sarah. « Non, promit David. La vérité est enfin entendue. » Après la pause, tout le monde reprit place. Brigitte menottée était désormais assise à la table des accusés sous la surveillance de 2 officiers. Elle portait une combinaison de détention au lieu de son déguisement. « Mademoiselle Thompson, êtes-vous prête à poursuivre votre témoignage? » demanda le juge Henderson. « Oui, monsieur le juge, » répondit Sarah en serrant toujours son ours en peluche. « Veuillez regagner la barre. » La salle était silencieuse lorsqu'elle s'assit à nouveau. Tous les regards étaient tournés vers elle. Son père lui adressa un sourire rassurant. « Sarah, peux-tu nous en dire plus sur ce que tu as vu cette nuit-là? » demanda Blackwell. « J'ai vu Brigitte donner quelque chose à l'un des hommes masqués, » expliqua-t-elle. « C'était un petit morceau de papier. Ensuite, ils ont pris les bijoux et l'argent dans le coffre. » Brigitte semblait-elle effrayée par ces hommes. « Non, » répondit Sarah d'une voix ferme. Elle leur disait de se dépêcher. Elle n'était pas attachée contrairement à ce qu'elle a dit à la police. L'avocat de Roy Peterson prit alors la parole pour la contre-interroger. « N'est-il pas possible que tu aies rêvé? » insinua-t-il. « Ou que tu te sois trompé dans l'obscurité? » Sarah secoua la tête. « Non, je sais ce que j'ai vu. Ma belle-mère se tenait avec les voleurs. Elle n'était pas attachée. » Lorsqu'elle termina son témoignage, Sarah retourna s'asseoir à côté de son père. David lui prit la main. « Tu as été parfaite », lui souffla-t-il. Vint ensuite le tour de Roy Peterson. Il semblait nerveux en prêtant serment. Sa combinaison orange pendait sur son corps amaigri et il évitait soigneusement de croiser le regard de Brigitte. Monsieur Peterson commença. « Thomas Blackwell, vous avez accepté de témoigner dans le cadre d'un accord de plaideur coupable, n'est-ce pas? » « Oui, » répondit Roy d'une voix rauque. « Parlez-nous de votre rôle dans le cambriolage du domicile des Thompson. » Roy avala difficilement sa salive. « Brigitte est venue me voir 2 mois avant le cambriolage. Elle m'a dit qu'elle divorçait et voulait garder l'héritage de ses beaux-parents. Elle m'a demandé si je connaissais des gens capables de mettre en scène un faux cambriolage. Et vous l'avez aidé à organiser ce cambriolage. »« Oui, admit-il. J'ai trouvé 2 types pour m'aider.
Brigitte nous a donné le plan de la maison, la combinaison du coffre et le moment où son mari serait absent. Et les emails incriminant David Thompson, ceux qui le liaient à des criminels, Roy, remua sur sa chaise mal à l'aise. C'était l'idée de Brigitte. Elle utilisait que son ordinateur quand il n'était pas là et a fabriqué de faux emails. Elle les a antidatés pour faire croire qu'il avait tout planifié. Et l'argent, les bijoux volés. Qu'en avez-vous fait? Je les ai gardés chez moi, répondit Roy. On attendait que les choses se calment avant de vendre les bijoux. Le plan, expliqua Roy, était de tout partager moitié-moitié une fois que David serait condamné. L'avocat de Brigitte tenta alors de discréditer son témoignage, insinuant que Roy mentait pour obtenir une peine réduite. Mais ses réponses restèrent cohérentes, précises, et le jury écoutait en silence. Puis ce fut au tour de Michel Dubois de comparaître à la barre pour expliquer les preuves techniques. J'ai analysé les emails soi-disant envoyés par David Thompson, expliqua-t-il en projetant des images sur un grand écran. Les métadonnées, les informations cachées dans les fichiers, montrent qu'ils ont en réalité été créés après le cambriolage, et non avant comme l'accusation le prétendait. Avec des mots simples, il décrivit comment les messages avaient été antidatés pour faire croire que David les avait envoyés. Les jurés hochèrent de la tête, comprenant enfin la supercherie. Donc, ces emails n'ont pas pu être rédigés par M. Thompson avant le cambriolage, demanda Thomas Blackwell. Non, répondit fermement Michel. Ils ont été créés après pour le piéger. Le procureur présenta ensuite la montre ancienne retrouvée dans le garage de Roy Peterson. Votre honneur, cette montre, appartenant à la mère de David Thompson, contient un compartiment secret, expliqua Blackwell, en ouvrant délicatement l'arrière du boîtier. Il montra à la cour une petite photo jaunie. À l'intérieur se trouve un portrait de famille représentant M. Thompson, sa mère, et la petite Sarah bébé exactement comme il l'avait décrit. Sarah sourit. En voyant la photo, elle avait presque oublié le visage de sa grand-mère. Enfin, l'inspectrice Léa Martin fut appelée à témoigner. Au début, reconnut-elle les preuves contre David Thompson semblaient solides. Mais à mesure que l'enquête avançait, des incohérences sont apparues. Le témoignage de Sarah m'a poussé à tout reconsidérer. Et quand nous avons retrouvé les bijoux chez Roy Peterson, il est devenu évident que nous avions accusé le mauvais homme. Pendant toute l'audience, David se tenait droit la tête haute. Par moments, il croisait le regard de sa fille et lui adressait un sourire plein de fierté. Lorsque tous les témoins eurent été entendus, les avocats présentèrent leur plaidoirie finale. Thomas Blackwell se leva face au jury. « Mesdames et messieurs, cette affaire avait commencé comme le procès de David Thompson. Mais grâce au courage et à la persévérance d'une fillette de 8 ans, la vérité a éclaté. Brigitte Thompson et Roy Peterson ont conspiré pour voler des biens précieux et accuser un homme innocent. Les preuves sont claires et irréfutables. Le jury se retira pour délibérer. On expliqua à Sarah et à son père que cela pouvait durer des heures, voire des jours. Pourtant, à la surprise générale, ils revinrent après seulement 2 heures. « C'est bon signe », murmura Maître Morel à David. Quand les faits sont aussi évidents, les jurés n'hésitèrent pas longtemps. La présidente du jury, une femme grande aux cheveux gris, se leva pour annoncer le verdict. Sur le chef d'accusation de vol contre Brigitte Thompson, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation de fraude coupable. Sur le chef d'accusation de conspiration coupable. Sarah retint son souffle, tandis que des verdicts similaires tombaient pour Roy Peterson. Puis la jurée ajouta « Nous recommandons également que toutes les charges contre David Thompson soient immédiatement abandonnées, les preuves démontrant clairement qu'il a été victime d'un coup monté. » Le juge Henderson hocha la tête. David Thompson est pleinement innocenté de toutes les accusations. Le tribunal présente ses excuses pour cette erreur judiciaire. Alors que Brigitte et Roy étaient menottés et escortés hors de la salle, Brigitte jeta un regard froid et plein de haine vers Sarah.
Mais celle-ci ne détourna pas les yeux. Elle avait dit la vérité, et tout le monde la connaissait désormais. Dehors, sur les marches du palais de justice, des journalistes encerclaient la famille Thompson. « Sarah, comment te sens-tu après avoir résolu cette affaire ?» demanda une journaliste micro tendu. Sarah serra détective Brune contre elle. « J'ai juste raconté ce que j'ai vu. Je savais que mon père était innocent. » « Tu n'avais pas peur de t'opposer à des adultes qui essayaient de te faire taire ?» demanda un autre. Si admit-elle honnêtement. « J'avais très peur. » Mais la vérité, c'est plus important que la peur. Le soir même, David et Sarah retrouvèrent les Washington et les Garcia pour un dîner de fête dans une pizzeria du centre-ville. La table débordait de rires de part de pizza et de joie. « Je voudrais porter un toast », déclara Michelle Washington en levant son verre de soda. À Sarah Thompson, la plus courageuse chercheuse de vérité de toute Millfield. Tout le monde leva son verre et Sarah rougit sous les applaudissements. Plus tard, alors que David l'abordait dans la chambre d'amis des Garcia, il s'assit au bord du lit. « Ma petite Sarah, dit-il doucement, je suis tellement fier de toi. Peu d'adultes auraient eu ton courage. Je voulais juste t'aider, papa, répondit-elle en remontant la couverture. Tu as fait bien plus que m'aider, dit doucement David. Tu as montré à tout le monde que la vérité compte même quand elle est difficile à dire. Tu n'as jamais abandonné, même quand les adultes ne te croyaient pas. Et maintenant, demanda Sarah en bâillant. Demain, on commencera à chercher un nouveau logement, expliqua son père. La plupart de l'héritage de tes grands-parents a été retrouvé, alors tout ira bien. On retournera dans notre ancienne maison. David secoua la tête. Non, je crois qu'il nous faut un nouveau départ, un endroit sans mauvais souvenirs. Tant qu'on est ensemble, ça me va, murmura Sarah à moitié endormie. Et on le sera promis, David, en embrassant son front. Toujours. Quand Sarah s'endormit, elle se sentit en sécurité pour la première fois depuis des mois. Détective Brune reposait à côté de son oreiller. Son travail de détective était enfin terminé. Le mystère avait été résolu, la vérité révélée, et la justice rendue. L'histoire de la fillette, qui avait mis au jour un complot complexe, s'était répandue dans tout Millfield et au-delà. Sarah ne le savait pas encore, mais son courage avait inspiré d'autres personnes à dire la vérité lorsqu'elles voyaient quelque chose d'injuste. Pour elle, l'essentiel était que son père soit libre et que le cauchemar soit terminé. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ils les affronteraient ensemble. 3 mois après le procès, Sarah se tenait sur le pas de la porte de leur nouvel appartement, observant son père accrocher une photo de famille au mur fraîchement peint. C'était un samedi matin d'avril ensoleillé. La lumière entrait à flot par les fenêtres de leur appartement du 2e étage rue des Ormes. « Tu crois que c'est droit ?» demanda David en reculant d'un pas pour examiner le cadre. Un peu plus à gauche, suggéra Sarah. La photo montrait Sarah, David et les Washington dans le parc le week-end précédent. Ce n'était pas leur ancienne maison de la rue Maple, mais ce nouvel appartement de 2 pièces respirait la paix et la sécurité. « Parfait, » dit Sarah quand la photo fut bien alignée. « J'aime avoir de nouvelles images heureuses. » « Moi aussi, ma petite Sarah, » répondit David avec un sourire. Leur nouveau chez eux était plus petit, mais Sarah l'aimait davantage. Sa chambre était peinte en bleu clair, sa couleur préférée, et elle avait un coin de fenêtre où elle pouvait lire avec Détective Brune. Surtout, il n'y avait d'ici aucun mauvais souvenir. « Prête pour le petit déjeuner ?» demanda David. « Je fais des pancakes. » Dans la cuisine, Sarah mit la table pendant que son père préparait la pâte. C'était devenu leur rituel du samedi matin, pancakes, promenade, bien-aide au parc, puis jeux de société ou films en famille. Des choses simples mais précieuses après tout ce qu'ils avaient traversé. Papa demanda Sarah pendant qu'ils mangeaient. « Tu es heureux de recommencer à enseigner ?» David hocha la tête. « Très heureux. Les élèves ont été formidables. Ils avaient même préparé une grande banderole. « Bienvenue, Monsieur Thompson, le premier jour. » Comme celle qu'ils avaient faite quand tu es sorti de prison, se souvint Sarah. « Exactement.
et il me demande souvent de tes nouvelles. Il t'appelle détective Sarah maintenant. Sarah éclata de rire. Elle était retournée à son ancienne école Lincoln Elementary, où ses camarades l'avaient accueillie comme une héroïne. Au début, ils avaient 1000 questions sur le procès, mais peu à peu, tout était redevenu normal. Madame Wilson veut que je parle à la classe du système judiciaire la semaine prochaine, dit Sarah. Elle pense que mon expérience pourrait aider les autres à comprendre comment la justice fonctionne. C'est une excellente idée, répondit David avec fierté. Tu en sais plus que beaucoup d'adultes maintenant. Après le petit déjeuner, David tria le courrier pendant que Sarah rangeait de la vaisselle. Elle aidait davantage à la maison, une habitude née de leur épreuve. Regarde ça, dit David en ouvrant une enveloppe officielle. Les derniers documents de la succession de tes grands-parents. Presque tout l'argent a été récupéré. La police avait retrouvé la majorité des liquidités chez Roy Peterson ainsi que de nombreux bijoux. Certains objets avaient déjà été vendus, mais l'assurance couvrait la plupart des pertes. « Tu vas faire quoi avec l'argent ?» demanda Sarah. « D'abord, acheter une voiture fiable, » répondit David en souriant. « Et ensuite, j'aimerais créer une petite bourse au lycée, en mémoire de tes grands-parents. Une bourse. » « Pour qui? Pour des élèves qui veulent étudier la justice criminelle, expliqua-t-il. Des jeunes qui veulent rendre le système plus juste. Plus tard dans la matinée, Sarah se prépara pour son rendez-vous hebdomadaire avec la docteure Lisa Bennett, sa psychologue pour enfants. Au début, Sarah était un peu nerveuse à l'idée d'aller en thérapie, mais elle avait vite apprécié la docteure Bennett avec ses yeux bienveillants et son cabinet lumineux rempli de jouets et de fournitures d'art. « Tu crois que la docteure Bennett dira que je n'ai plus besoin de venir ?» demanda Sarah pendant que son père conduisait vers le rendez-vous. « Et toi, tu te sens prête à arrêter ?» répondit David. Sarah réfléchit un instant. « Je ne fais presque plus de cauchemars, mais j'aime bien lui parler. »« Alors tu peux continuer, même si elle dit que ce n'est plus nécessaire, » la rassura David. Parler de ses émotions, c'est toujours bon, même quand tout va bien. Dans la salle d'attente, ils croisèrent un visage familier. L'inspectrice Léa Martin sortait d'un autre bureau. « Sarah, Monsieur Thompson » s'exclama-t-elle avec un grand sourire. « Comment allez-vous? » « Très bien, » répondit David en lui serrant la main. « Et vous? » « On a appris pour votre promotion. » Depuis l'affaire Thompson, Léa Martin avait été promue commandante de la brigade criminelle et avait commencé à réexaminer d'autres condamnations douteuses. « Ça me tient bien occupé, » admit-elle en riant. « Votre affaire a changé beaucoup de choses dans le service. On a mis en place de nouveaux protocoles pour éviter que de fausses preuves ne soient acceptées trop facilement. » Elle se mit à genoux pour être à la hauteur de Sarah. « Et je voulais te le dire en personne, le commissaire a approuvé une distinction spéciale pour toi lors de la cérémonie de la semaine prochaine. » « Une distinction, » répéta Sarah les yeux ronds. « Pour moi, un prix du courage citoyen, » confirma Léa. « Pour ton courage à défendre la vérité même quand c'était difficile. » La cérémonie aura lieu vendredi prochain au commissariat. On aimerait que toute ta famille soit présente. Après le départ de Léa Martin, Sarah entra dans le bureau de la docteure Bennett, le cœur plein d'excitation à l'idée de recevoir un prix. « Comment dors-tu cette semaine ?» demanda la psychologue, une fois qu'elles furent installées dans les fauteuils confortables. « Mieux, » répondit Sarah. « J'ai fait un seul mauvais rêve, mais j'ai utilisé les techniques de respiration que vous m'avez apprises. C'est un excellent progrès, » sourit la docteure Bennett. « Et que ressens-tu quand tu penses à Brigitte maintenant? » Sarah prit le temps de réfléchir. Brigitte et Roy avaient été condamnés à 8 ans de prison chacun. « J'ai encore un peu peur parfois, » avoua-t-elle. « Mais après, je me rappelle qu'elle ne peut plus nous faire de mal. » « C'est très sain, » l'encouragea la psychologue. « Ces sentiments peuvent mettre du temps à disparaître complètement et c'est tout à fait normal. » Quand la séance se termina, Sarah retrouva son père dans la salle d'attente en train de discuter avec Olivia Chen, son ancienne avocate pour enfants. Sarah sourit Olivia.
Je racontais justement à ton père le nouveau programme que j'ai lancé au tribunal. Après le procès de Sarah, Olivia avait créé un projet pour mieux former les avocats des enfants à écouter leurs clients pendant les procédures judiciaires. Nous apprenons aux défenseurs à prendre les observations des enfants au sérieux, expliqua-t-elle. Ton affaire nous a montré que les enfants remarquent souvent des choses que les adultes ne voient pas. Le vendredi suivant, Sarah enfila sa nouvelle robe bleue pour la cérémonie de remise de prix au commissariat de Millfield. Les Washington et les Garcia devaient les y retrouver. Nerveuse, demanda David en ajustant sa cravate. Un peu, admit Sarah. Et si je trébuche en allant chercher le prix? Alors tu te relèveras et tu continueras, répondit-il simplement. Comme tu l'as toujours fait. La salle de cérémonie était remplie de policiers en uniforme et de visages familiers. John Miller, Thomas Blackwell, l'inspectrice Léa Martin et même le juge Anderson étaient venus assister à la remise de la distinction. La commissaire, une grande femme aux cheveux gris coupés courts, appela Sarah à l'avant de la salle. « Aujourd'hui, nous honorons une citoyenne très spéciale de Millfield », annonça-t-elle. Sarah Thompson nous a rappelé que dire la vérité demande parfois le plus grand des courages. La justice repose sur des voix courageuses, même les plus petites. Quand la commissaire remit à Sarah un certificat encadré et une épingle honorifique, la salle éclata en applaudissements. Sarah croisa le regard de son père dans le public. Il essuyait discrètement une larme, le visage illuminé de fierté. Le soir même, les Thompson organisèrent un petit dîner de fête dans leur nouvel appartement. Les Washington et les Garcia avaient apporté de quoi manger, et Emma et Sarah disparurent aussitôt dans la chambre pour jouer pendant que les adultes discutaient. « Ces deux-là sont inséparables », remarqua Tanya Washington en souriant. « Et nous leur en sommes très reconnaissants », répondit David. « Votre famille a été une vraie bénédiction pour nous. » Lorsque leurs invités furent partis, David et Sarah sortirent sur leur petit balcon pour admirer le coucher du soleil. L'air printanier était frais mais doux. Papa demanda à Sarah, en regardant le ciel teinté d'orange et de rose. « Tu crois qu'un jour on se sentira complètement normaux à nouveau? » « Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de redevenir comme avant, » répondit David après un instant. « On a tous les deux changé, mais je crois qu'on se sentira un peu mieux chaque jour. » Sarah hocha la tête. « J'ai eu très peur pendant tout ça. C'est justement ce qui fait de toi quelqu'un de courageux, ma petite Sarah, » dit David en passant un bras autour de ses épaules. « Être courageux, c'est avoir peur, mais faire ce qu'il faut quand même. » Ils regardèrent le soleil disparaître derrière les arbres. Sur l'étagère de la chambre de Sarah reposait un véritable carnet de détective cadeau de son père pour le premier anniversaire du cambriolage. À l'intérieur, David avait écrit « Pour Sarah, qui m'a appris que la justice vient du courage, pas seulement des tribunaux. » Leur vie reprenait son cours. David avait commencé à revoir quelqu'un. Une bibliothécaire gentille nommée Jennifer et Sarah, de son côté, excellaient à l'école. Elle avait même rejoint un club de débat pour jeunes. Le passé douloureux laissait peu à peu place à un avenir plein d'espoir. Alors que les derniers rayons de soleil s'éteignaient, Sarah se blottit contre son père, se sentant en sécurité et aimée. Le chemin avait été difficile et effrayant, mais ils l'avaient parcouru ensemble. Et Sarah avait compris une vérité essentielle. Même les enfants peuvent changer le monde quand ils défendent ce qu'ils savent être juste. « Il est l'heure d'aller dormir, détective, » dit doucement David, alors que la nuit tombait. « Demain sera un nouveau jour, » répondit Sarah avec un sourire. Et en effet, demain serait un nouveau jour, un jour qu'ils affronteraient ensemble plus fort que jamais.